Il existe une galaxie si immense que si on la plaçait à l'emplacement actuel de la Voie lactée, elle engloutirait Andromède tout entière. Ne pas l'approcher, ne pas la frôler, l'engloutir, et il restera encore de la place pour toutes les autres galaxies de notre groupe local. Son halo diffus de lumière d'étoiles anciennes s'étend sur 4 millions d'années-lumière d'espace et il contient environ 100 billions d'étoiles, toutes anciennes, toutes en train de mourir lentement. Tous baignent le cosmos d'une faible lumière dorée qui voyage vers nous depuis plus d'1 milliard d'années. Mais voici la partie qui inquiète véritablement les astronomes. Cette galaxie ne détient peut-être même pas le record, car la réponse à la question de savoir quelle est la plus grande galaxie dépend d'une question à laquelle personne ne peut répondre clairement. Si vous aimez les voyages aux confins les plus extrêmes du cosmos, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Cela aide vraiment cette chaîne à continuer de produire du contenu comme celui-ci, et j'apprécie chacun d'entre vous qui prenez le temps. Commençons maintenant. Avant de parler de la plus grande galaxie jamais découverte, il nous faut parler de ce qu'est une galaxie. Parce que ce mot est devenu si ordinaire, si familier, si facilement employé dans des phrases sur l'espace, la plupart des gens ont complètement perdu le contact avec ce qu'il représente réellement. Une galaxie n'est pas une image sur une affiche. Il ne s'agit pas d'une vignette dans un documentaire. Il ne s'agit pas d'une tache lumineuse que l'on aperçoit en faisant défiler un site web scientifique. Une galaxie est un ensemble d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire, liées gravitationnellement, si vaste que même décrire sa taille nécessite des unités de mesure qui défient la compréhension humaine. Et tant que vous ne le ressentirez pas, tant que vous ne vous imprégnerez pas véritablement du poids de ce que représente une simple galaxie ordinaire, il est impossible de comprendre ce qui se passe lorsque les galaxies se développent au-delà de toute norme ordinaire. Commençons par la Voie lactée, notre galaxie, notre foyer. Chaque étoile que vous avez vue de vos yeux nus lui appartient. Chaque constellation, chaque planète, chaque pluie de météores, chaque lever de soleil est causée par notre étoile locale, située à 26 000 années-lumière du centre galactique. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 à 200 000 années-lumière d'un bord à l'autre, selon la façon dont on définit ses limites. Cela représente une marge d'incertitude non négligeable. La différence entre ces deux nombres est elle-même de 100 000 années-lumière, ce qui représente déjà une distance presque inconcevable. Mais, pour se donner une idée de l'échelle, prenons l'estimation prudente, 100 000 années-lumière de diamètre. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une seule année, se déplaçant à 186 000 miles par seconde. En 12 mois de mouvement continu à cette vitesse, un photon parcourt environ 6 billions de kilomètres. Maintenant, multipliez cela par 100 000. La Voie lactée s'étend sur environ 600 quadrillions de kilomètres. Écrire ce nombre produit une suite de zéros tellement longue qu'elle cesse presque immédiatement de signifier quoi que ce soit. Mais voici la partie qui compte plus que le chiffre. Si l'on pouvait se tenir d'une manière ou d'une autre à un bord de la Voie lactée et envoyer un rayon de lumière vers le bord opposé, ce rayon n'arriverait pas avant 100 000 ans. Lorsque le photon est parti, les êtres humains n'avaient pas encore inventé l'agriculture. Si nous survivions, nous serions peut-être méconnaissables en tant qu'espèce lorsque nous atteindrions l'autre côté. Cela correspond à la largeur d'une galaxie moyenne. Un seul rayon de lumière. 100 000 ans pour traverser ce qui nous abrite. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles est une fournaise nucléaire. Certaines sont bien plus grandes que notre Soleil, d'autres bien plus petites, dispersées à travers les bras spiraux, le bulbe central et le halo extérieur clairsemé, selon une distribution façonnée par des milliards d'années d'évolution gravitationnelle. La plupart de ces étoiles abritent probablement des planètes. Des estimations récentes issues de la mission Kepler et d'études ultérieures suggèrent que presque chaque étoile de la galaxie possède au moins une planète compagne. Cela signifie que la Voie lactée à elle seule contient des centaines de milliards de mondes, orbitant autour de centaines de milliards de soleils. Et nous n'avons exploré qu'un seul de ces mondes, au sens propre du terme. Voilà notre galaxie. Voilà le point de départ. C'est ce que nous savons déjà être immense au-delà de toute imagination, avant même qu'une seule comparaison n'ait été faite. Mais voici un aspect de la Voie lactée qui rend son immensité encore plus difficile à appréhender.
Bien qu'elle contienne des centaines de milliards d'étoiles, la galaxie est presque entièrement vide. La distance moyenne entre les étoiles voisines dans notre région de la galaxie est d'environ 4 années-lumière. Il s'agit de la distance entre notre Soleil et notre plus proche voisine stellaire, Proxima Centauri. 4 années-lumière de rien du tout. Si l'on réduisait le Soleil à la taille d'une balle de tennis, l'étoile la plus proche à la même échelle serait une autre balle de tennis située à environ 1200 miles de distance. Entre eux, il n'y aurait que du vide. Un vide si total qu'un vaisseau spatial le traversant ne rencontrerait pratiquement aucun atome par centimètre cube pendant la majeure partie du voyage. La galaxie n'est pas un essaim dense d'étoiles serrées les unes contre les autres. Il s'agit d'une multitude de minuscules points lumineux, séparés par des abîmes de néant si vastes que même la lumière, ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers, met des années à les traverser. Ces centaines de milliards d'étoiles existent toutes à l'intérieur d'une structure presque entièrement vide. La galaxie est immense, non pas parce qu'elle est pleine, mais parce qu'elle doit l'être pour contenir autant de vide entre ces points lumineux dispersés. Ce vide a des conséquences qui dépassent le simple cadre esthétique. Cela signifie que toute civilisation apparaissant sur une planète orbitant autour de l'une de ces étoiles est profondément isolée structurellement de toutes les autres étoiles de la galaxie. Le monde potentiellement habitable le plus proche pourrait se situer à plusieurs dizaines d'années-lumière. Un signal radio envoyé de la Terre vers ce monde mettrait des décennies à arriver, et une réponse prendrait des décennies à parvenir. Un vaisseau spatial voyageant à n'importe quelle vitesse jamais atteinte par l'humanité mettrait des dizaines de milliers d'années à effectuer la traversée. La galaxie est remplie d'étoiles, mais les espaces entre elles engendrent une solitude si profonde qu'elle pourrait être la principale raison pour laquelle nous n'avons jamais eu de nouvelles d'une autre civilisation. Le silence du cosmos n'a rien de mystérieux lorsqu'on comprend les distances en jeu. C'est la conséquence attendue d'une galaxie composée en grande partie de rien. Voilà ce qui commence à ébranler les fondations. La Voie lactée n'a rien de spécial. Il n'est pas particulièrement grand. Il n'est pas particulièrement petit. Parmi les quelques 2000 milliards de galaxies que l'on estime exister dans l'univers observable, la Voie lactée est en réalité plus grande que la grande majorité. La plupart des galaxies sont des galaxies naines. La nôtre est une galaxie spirale barrée relativement massive, avec une histoire modérément active. Un trou noir supermassif de taille respectable en son centre, pesant environ 4 millions de masses solaires, et un ensemble de bras spiraux qui la désignent comme un membre respectable mais sans particularité de la classe des galaxies spirales. Si les galaxies étaient des personnes, la Voie lactée serait suffisamment grande pour se démarquer dans la foule, mais totalement insignifiante parmi les autres grandes silhouettes présentes dans la pièce. Rien de tout cela n'attirerait particulièrement l'attention. Et pourtant, cette galaxie moyenne contient déjà plus d'étoiles que n'importe quel être humain ne pourrait en compter au cours de sa vie. Il y a plus de planètes que de grains de sable sur un continent entier, et un espace vide entre ces étoiles que la plupart des gens ne peuvent psychologiquement supporter d'imaginer. La moyenne est déjà terrifiante. Que se passe-t-il lorsque nous laissons la moyenne de côté? Par une nuit d'automne clair, regardez en direction de la constellation d'Andromède et vous y trouverez une faible tache lumineuse que les astronomes de l'Antiquité ont jadis cataloguée comme une nébuleuse. Cette tache floue est la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine galactique majeure, située à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. La lumière qui atteint vos yeux ce soir, lorsque vous regardez Andromède, a quitté cette galaxie avant même l'existence de l'homme moderne. Vous voyez Andromède telle qu'elle apparaissait lorsque nos ancêtres apprenaient encore à tailler la pierre pour en faire des outils. Et ce que vous voyez est une galaxie bien plus grande que la nôtre. Andromède s'étend sur environ 220 000 années-lumière de diamètre, soit plus du double de l'estimation prudente pour la Voie lactée. Elle contient environ 1 billion d'étoiles, soit au moins 2 fois et demi, et peut-être même 5 fois plus que notre galaxie. Son trou noir supermassif est plus massif que le nôtre, avec une masse d'environ 100 millions de masses solaires. Andromède n'est pas seulement une voisine, c'est la galaxie dominante de notre groupe local, la famille gravitationnelle de plus de 80 galaxies, qui comprend la Voie lactée et Andromède comme ses 2 plus grands membres. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons supposé que notre galaxie était la plus grande.
Nous avions tort. Andromède nous surpasse en nombre d'étoiles, nous dépasse en diamètre et nous surpasse en masse visible pure. Si la Voie lactée et Andromède étaient sœurs, Andromède serait la plus âgée, la plus grande et la plus imposante, et nous serions dans son ombre. Les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre à environ 250 000 miles par heure. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, elles entreront en collision, fusionneront et formeront une seule galaxie elliptique massive que les astronomes ont déjà surnommée Milcroméda. Lors de cette fusion, les bras spiraux des deux galaxies seront détruits. Les étoiles seront projetées sur de nouvelles orbites. La structure globale se transformera de deux spirales élégantes en une seule masse diffuse d'étoiles, se déplaçant selon des trajectoires chaotiques autour d'un centre de masse commun. La fusion ne détruira pas les étoiles individuelles ni les systèmes planétaires, car les distances entre les étoiles sont si vastes que les collisions directes sont extrêmement improbables. Mais les galaxies elles-mêmes, en tant que structure, cesseront d'exister sous leur forme actuelle. 2000 milliards d'étoiles réorganisées pour former quelque chose de nouveau. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de ce qui a déjà été décrit. La Voie lactée mesure entre 100 000 et 200 000 années-lumière de diamètre et contient des centaines de milliards d'étoiles. Andromède mesure 220 000 années-lumière de diamètre et contient 1 billion d'étoiles. Ce sont les deux plus grandes galaxies de notre voisinage cosmique immédiat. Et les distances qui les séparent sont si vastes que la lumière met 2,5 millions d'années pour les traverser. Le groupe local qui les contient tous deux s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Toutes les observations que nous avons effectuées de l'univers profond l'ont été depuis l'intérieur de ce système. D'une seule planète, orbitant autour d'une seule étoile, dans le bras extérieur de la plus petite des deux galaxies dominantes. Et c'est là que le malaise commence. Car même Andromède, aussi massive et dominante soit-elle au sein de notre groupe local, est loin d'atteindre la limite supérieure de la taille qu'une galaxie peut atteindre. Pas du tout. Même pas dans la même conversation. Andromède est certes une grande galaxie spirale, mais l'univers contient une catégorie de galaxies qui, en comparaison, rendent les spirales modestes. Ces galaxies sont si énormes que les astronomes ont dû inventer une terminologie spéciale pour les classer. Ils trônent au centre des amas galactiques, tels des monarques au cœur d'un empire. Et leur taille est le fruit de milliards d'années du processus le plus violent de l'évolution galactique. Ils sont le produit d'un cannibalisme cosmique à une échelle qu'il est difficile de surestimer. Pour comprendre ce que sont ces galaxies et comment elles sont devenues si grandes, il faut comprendre ce qu'est un amas de galaxies et ce qui se passe en son centre au cours du temps cosmique. Les amas de galaxies sont les plus grandes structures liées gravitationnellement dans l'univers. Elles contiennent des centaines, voire des milliers, de galaxies individuelles, toutes maintenues ensemble par l'attraction gravitationnelle combinée de la matière visible, du gaz intergalactique chaud et d'énormes quantités de matière noire. L'amas de la Vierge, le plus proche amas majeur de notre groupe local, contient plus de 1300 galaxies et se situe à environ 54 millions d'années-lumière. Les amas plus vastes, comme l'amas de Coma, contiennent des milliers de galaxies et s'étendent sur des dizaines de millions d'années-lumière. Au centre de presque chaque grand amas de galaxies se trouve un type particulier de galaxie. Les astronomes appellent ces galaxies d'amas les plus brillantes, ou BCG. Le nom est descriptif. Ce sont, presque sans exception, les galaxies les plus brillantes et les plus massives de leurs amas respectifs. Ils se situent au fond du puits de potentiel gravitationnel de l'amas, ce qui signifie qu'ils occupent le point vers lequel tout le reste de l'amas tombe lentement. Sur des milliards d'années, les galaxies plus petites spiralent vers l'intérieur par un processus appelé friction dynamique, perdant de l'énergie orbitale et s'enfonçant vers le centre de l'amas. À leur arrivée, le BCG les absorbe. Il dépouille les étoiles, engloutit leur gaz et incorpore leur masse à son propre corps en croissance. Ce processus se déroule depuis la formation initiale de l'amas de galaxies, et dans les amas les plus anciens et les plus massifs, la galaxie centrale s'est alimentée pendant la majeure partie de l'histoire cosmique. Le résultat est un type de galaxie classée comme galaxie CD. Le C minuscule désigne un supergéant. Le D majuscule fait référence à une enveloppe stellaire diffuse, un immense halo d'étoiles qui s'étend bien au-delà du noyau visible de la galaxie.
Ces halos ne sont ni à contours nets ni bien définis. Elles se fondent progressivement dans l'espace environnant, se mêlant presque imperceptiblement à ce que les astronomes appellent la lumière intraclustre, la faible lueur des étoiles qui ont été libérées gravitationnellement de leur galaxie mère et qui dérivent désormais librement dans le champ gravitationnel partagé de l'amas. La frontière entre la galaxie et l'amas n'est pas toujours nette. La galaxie CD a englouti tant de voisines et étendu ses étoiles si loin que ces frontières sont devenues véritablement ambiguës. Ce qui distingue les galaxies CD des galaxies elliptiques ordinaires, ce n'est pas seulement leur taille, mais aussi leur structure. Une galaxie elliptique géante normale, comme Messier 87 au centre de l'amas de la Vierge, suit un profil de luminosité qui diminue progressivement du centre vers l'extérieur, selon des lois mathématiques bien comprises. À un certain rayon, la luminosité chute en dessous des seuils de détection et la galaxie disparaît effectivement. Une galaxie CD présente un profil similaire dans ses régions internes, mais à une certaine distance du centre, le profil s'aplatit. Au lieu de continuer à s'estomper, la luminosité se stabilise et s'étend vers l'extérieur en une enveloppe diffuse et étendue qui refuse de se terminer proprement. Cette enveloppe est la signature d'une galaxie construite par fusion. Chaque galaxie consommée ajoute des étoiles à sa périphérie, formant un halo qui s'étend à chaque repas. L'enveloppe est le témoignage archéologique de milliards d'années de cannibalisme galactique, inscrit dans la lumière des étoiles. Ces galaxies CD sont les plus grandes galaxies visibles de l'univers, et elles représentent quelque chose de fondamentalement différent des spirales et des elliptiques ordinaires qui constituent l'essentiel de la population galactique. Ce ne sont pas simplement des versions agrandies de galaxies normales, ce sont des produits finaux, gravitationnels. Elles résultent de l'accumulation de matière dans une galaxie qui reste au fond d'un puits gravitationnel pendant 10 milliards d'années et absorbe tout ce qui y tombe. Leurs populations stellaires sont majoritairement très âgées. Leurs couleurs sont jaune doré ou rouge, reflétant la prédominance d'étoiles anciennes, riches en métaux, qui se sont formées il y a des milliards d'années dans les galaxies qui ont été englouties. La formation d'étoiles y est très faible, car les fusions qui les ont construites ont également chauffé et expulsé le gaz nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Ils sont énormes, anciens, en train de mourir lentement et dominent totalement leur groupe. Les trous noirs supermassifs situés au centre de ces galaxies figurent parmi les plus massifs jamais découverts. Alors que le trou noir central de la Voie lactée pèse environ 4 millions de masses solaires et celui d'Andromède environ 100 millions, les trous noirs des galaxies CD peuvent peser des dizaines de milliards de masses solaires. Ce ne sont pas simplement des grandes constructions, ce sont des objets dont l'horizon des événements est plus large que l'ensemble de notre système solaire. Des moteurs gravitationnels si puissants qu'ils façonnent les propriétés thermiques du gaz sur des millions d'années-lumière dans l'espace des amas. Lorsque ces trous noirs étaient en pleine activité, leur production d'énergie influençait les taux de formation d'étoiles dans des galaxies situées à des centaines de milliers d'années-lumière du centre de l'amas. Même maintenant, dans leur phase plus calme, leur influence gravitationnelle domine la dynamique du cœur de l'amas. Il existe une galaxie CD spécifique qui est devenue l'un des objets les plus célèbres de l'astronomie extragalactique. Elle se situe au centre d'un amas de galaxies appelé Belle 2029, situé à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre. Elle a été consignée pour la première fois il y a plus de 2 siècles, à une époque où le concept même de galaxie externe n'existait pas. Pendant plus d'1 siècle, elle est restée inaperçue dans les catalogues astronomiques, une faible marque attendant des instruments suffisamment puissants pour révéler sa véritable nature. Il faudrait le développement de l'astrophysique moderne, des télescopes spatiaux et des relevés d'imagerie à grande échelle pour révéler la nature de cette tâche. Et lorsque les astronomes ont enfin pointé leurs instruments vers elle avec suffisamment de puissance et de précision, ce qu'ils ont découvert a défié les hypothèses même des astronomes qui avaient consacré leur carrière à l'étude de la structure galactique. Une galaxie si vaste que les cadres existants de catégorisation des tailles sont devenus obsolètes. Une galaxie dont le corps stellaire visible éclipse la Voie lactée et Andromède réunie, dont le halo diffus s'étend sur des millions d'années-lumière et dont le trou noir central figure parmi les plus massifs jamais mesurés.
Une galaxie devenue célèbre précisément parce qu'elle semblait représenter la limite supérieure de la taille qu'un corps galactique unique pouvait atteindre. Sa désignation dans le catalogue est IC 1101, et l'histoire de cette galaxie n'est pas simplement une histoire de taille. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque l'univers pousse le processus de croissance galactique à un extrême tel que chaque point de repère familier commence à perdre tout son sens. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui rend IC 1101 si extraordinaire, nous devons accepter une autre vérité dérangeante concernant les galaxies que nous connaissons déjà. La Voie lactée et Andromède sont grandes selon les normes habituelles. Elles figurent parmi les plus grandes galaxies du groupe local et du voisinage cosmique local. Mais comparées aux véritables géantes, les galaxies CD situées au centre d'amas massifs, elles sont modestes. Prenons l'exemple de Messier 87, la galaxie elliptique supergéante située au centre de l'amas de la Vierge. Messier 87 a un diamètre estimé à environ 240 000 années-lumière, comparable à celui d'Andromède, mais de forme elliptique plutôt que de disque. Il contient plusieurs billions d'étoiles et abrite un trou noir central pesant 6 milliards et demi de masse solaire, le même trou noir dont l'ombre a été immortalisée par le télescope Event Horizon en 2019. Messier 87 est énorme. C'est l'une des galaxies les plus massives, située à quelques centaines de millions d'années-lumière de la Terre. Et pourtant, dans la hiérarchie des galaxies CD, elle est loin d'être au sommet. Il existe des galaxies dans des amas plus éloignés et plus massifs qui font paraître Messier 87 comme une simple étape. Des galaxies dont les halos s'étendent non pas sur des centaines de milliers d'années-lumière, mais sur des millions. Des galaxies qui ont absorbé tellement d'autres que leur population stellaire se chiffre en dizaines de billions. Des galaxies regroupées en amas si denses et si intenses gravitationnellement que la lumière provenant d'objets plus éloignés situés derrière elles est visiblement courbée et déformée, étalée en arcs et en anneaux par les effets de lentilles gravitationnelles de l'amas. Ce ne sont pas des objets théoriques exotiques. Ils sont observés, répertoriés et mesurés. Elles apparaissent dans les relevés d'imagerie profonde comme des taches dorées entourées de halos de lumière, diffuses si étendues que la frontière entre galaxie et amas devient une question de définition scientifique plutôt qu'un fait physique. Et parmi tous ces objets, l'un s'est toujours distingué comme l'exemple le plus extrême de taille galactique visible. L'une d'entre elles a été citée à maintes reprises dans la littérature astronomique comme la galaxie qui pousse le concept de galaxie à ses limites. L'un d'eux trône au milieu de son groupe, tel un colosse au centre d'une ville, entouré des débris de tout ce qu'il a un jour consommé. Cette galaxie est notre destination, et pour l'atteindre, il ne faut pas un vaisseau spatial, mais la volonté d'abandonner toute intuition quant à la taille que peut atteindre un objet unique dans l'univers. Car ce que nous allons découvrir n'est pas simplement une grande galaxie, c'est une galaxie si vaste que les outils que nous utilisons habituellement pour appréhender l'échelle cosmique, les comparaisons avec la Voie lactée, les références à Andromède, les analogies avec des distances que nous pouvons à peine imaginer, tous ces outils commencent à fléchir sous le poids des chiffres. Le passage de la Voie lactée à Andromède est significatif. Le passage d'Andromède à Messier 87 est impressionnant, mais le passage de tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent à IC 1101 est d'une toute autre nature. C'est le moment où la taille cesse d'être un chiffre et commence à devenir une sensation. Un malaise particulier survient lorsqu'on réalise que l'univers peut construire des structures tellement au-delà de notre cadre de référence que ce cadre lui-même se fissure. Tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, chaque décompte d'étoiles, chaque mesure d'années-lumière, chaque description de la Voie lactée, d'Andromède, du groupe local et des amas de galaxies, tout cela n'était que préparation, parce qu'aucun de ces chiffres n'a d'importance prise individuellement. Elles sont importantes en raison de ce qu'elles deviennent, lorsqu'on les place à côté de ce qui suit. La Voie lactée est immense, Andromède est plus grande, Messier 87 est encore plus grand, mais la galaxie au centre d'Abel 2029 existe à une échelle qui réduit ces trois références à de simples notes de bas de page. Et le plus inquiétant n'est pas sa taille. Le plus troublant, c'est ce que son existence nous révèle
sur ce que l'univers est capable de construire lorsque la gravité a suffisamment de temps, de matière et de patience pour agir sans limite. Nous sommes sur le point de découvrir IC 1101, et une fois que vous aurez vu de quoi il s'agit, vous ne penserez plus jamais au mot galaxie de la même manière. Le 19 juin 1790, William Herschel pointa son télescope vers une portion de ciel située près de la frontière des constellations de la Vierge et du Serpent, et observa une faible tache lumineuse. Il l'a cataloguée, comme il l'a fait pour des milliers d'autres objets au cours de son étude du ciel qui a duré des décennies, et il est passé à autre chose. Herschel n'avait aucun moyen de comprendre ce qu'il regardait. Le concept de galaxie, en tant que vaste système d'étoiles externes, distinct de notre propre Voie lactée, ne sera établi que 130 ans plus tard. Pour Herschel, cet objet n'était qu'une nébuleuse de plus, une tache floue parmi des centaines d'autres éparpillées dans le ciel. Il a noté sa position, sa luminosité approximative et rien de plus. La tache disparut dans les disques et attendit. Elle a attendu tout au long du XIXe siècle, pendant le développement de la spectroscopie et les premières mesures des distances stellaires. Elle a attendu la fin du grand débat des années 1920, au cours duquel Edwin Hubble a prouvé que certaines nébuleuses étaient en fait des galaxies entières, situées à des millions d'années-lumière, au-delà de la Voie lactée. Elle a attendu la construction de télescopes toujours plus grands, l'ère spatiale, le lancement d'observatoires orbitaux capables d'observer l'univers sans distorsion atmosphérique. Et lorsque les astronomes ont finalement déployé toute la puissance des instruments modernes pour observer cette faible tache enregistrée par Herschel plus de 2 siècles auparavant, ils ont découvert l'un des objets uniques les plus extrêmes de l'univers observable. La galaxie porte la désignation 1C, 1101. Il s'agit de la 1101e entrée dans l'Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, un supplément au New General Catalogue, publié pour la première fois en 1895 par l'astronome danois Johann Ludwig Emil Dreyer. Ce nom est peu prestigieux, bureaucratique, une étiquette de classement plutôt qu'un titre. Mais l'objet auquel il fait référence est tout sauf ordinaire. IC 1101 est une galaxie supergéante de type CD située au centre gravitationnel exact d'un amas de galaxies massifs, appelé Abell 2029. Elle se trouve à environ 1,15 milliard d'années-lumière de la Terre, ce qui signifie que la lumière que nous observons aujourd'hui a quitté la galaxie lorsque la vie multicellulaire sur Terre était encore un développement évolutif relativement récent. Tout ce que nous savons sur IC 1101, chaque mesure, chaque image, chaque spectre, décrit la galaxie telle qu'elle existait il y a plus d'1 milliard d'années. Ce à quoi cela ressemble maintenant, en ce moment même, nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons est stupéfiant. La première chose que les astronomes mesurent lorsqu'ils étudient une galaxie lointaine, c'est sa taille. Et c'est là que le code IC 1101 se distingue immédiatement de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Mesurer la taille des galaxies n'est pas simple car les galaxies n'ont pas de contour net. Elles s'estompent progressivement, passant de noyaux lumineux à des régions extérieures plus sombres, pour finalement former des halos de lumière diffuse qui se fondent dans l'obscurité de l'espace intergalactique. L'endroit où vous tracez la ligne détermine le nombre que vous obtenez, et différentes méthodes produisent des réponses différentes. Pour IC 1101, les mesures scientifiques les plus couramment utilisées donnent un diamètre isophotale, qui est le diamètre mesuré à un seuil de brillance de surface spécifique d'environ 400 000 à 550 000 années-lumière. L'estimation basse provient de mesures effectuées en lumière bleue, visibles selon la méthode standard recommandée pour les catalogues de galaxies. L'estimation la plus élevée provient d'observations infrarouges réalisées par le 2 Micron All Sky Survey, qui détecte les étoiles plus anciennes et plus rouges qui brillent davantage aux longueurs d'onde plus longues. Ces 2 chiffres sont déjà extraordinaires. Situé à 400 000 années-lumière, IC 1101 a un diamètre environ 4 fois supérieur à celui de la Voie lactée. À 550 000 années-lumière, son diamètre est presque 6 fois supérieur. Mais ces mesures ne décrivent que le corps stellaire le plus brillant de la galaxie. Au-delà de ce corps se cache quelque chose d'encore plus remarquable. Les observations d'imagerie profonde, en particulier celles réalisées dans les bandes de lumière rouge,
ont révélé un vaste halo stellaire diffus s'étendant du noyau jusqu'à un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière. Cela donne un diamètre total du halo d'environ 4 millions d'années-lumière. Certaines sources ont évoqué un diamètre pouvant atteindre 6 millions d'années-lumière. Bien que ce chiffre ne soit pas bien étayé par des données primaires et comprenne probablement la lumière intraclustre, la faible lueur des étoiles qui ont été arrachées à leur galaxie parente et qui dérivent maintenant librement à travers l'amas, associé gravitationnellement à IC 1101, mais appartenant sans doute à l'amas dans son ensemble plutôt qu'à la galaxie elle-même. C'est là que les chiffres commencent à défier l'intuition humaine. Permettez-moi d'essayer de rendre l'échelle tangible, car les comparaisons abstraites ne servent à rien si on ne peut pas les ressentir. La Voie lactée, selon l'estimation la plus large et raisonnable, s'étend sur environ 200 000 années-lumière. Andromède s'étend sur environ 220 000 années-lumière. La distance entre la Voie lactée et Andromède est d'environ 2,5 millions d'années-lumière. Imaginez maintenant le corps stellaire visible d'IC 1101 placé au centre de notre groupe local de galaxies. Avec un diamètre de 400 000 à 550 000 années-lumière, le corps visible seul, sans compter le halo, s'étendrait bien au-delà de la Voie lactée dans toutes les directions. Sa seule région intérieure brillante suffirait à engloutir entièrement notre galaxie. Vous ne trouveriez pas la Voie lactée à la périphérie d'IC 1101. Vous la trouveriez enchâssée à l'intérieur, engloutie, une structure mineure au sein d'une structure infiniment plus grande. Maintenant, élargissez l'image pour y inclure l'auréole. À un rayon de 2 millions d'années-lumière, l'enveloppe stellaire diffuse d'IC 1101 atteint presque la distance d'Andromède elle-même. Le halo d'une seule galaxie couvrirait une fraction importante de l'espace entre les deux plus grandes galaxies de notre groupe local. Si IC 1101 était placée à l'emplacement de la Voie lactée, il ne se contenterait pas d'éclipser notre galaxie. Elle engloutirait Andromède, le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan, la galaxie du Triangle et presque toutes les autres galaxies du groupe local. Une seule galaxie occupant l'espace actuellement occupé par tout notre voisinage galactique. Essayez de ressentir cela d'une autre manière. Imaginez pouvoir voyager à la vitesse de la lumière, la vitesse maximale absolue que tout être vivant puisse atteindre dans notre univers. En partant d'un bord du corps stellaire IC 1101 et en volant vers l'autre, vous voyageriez pendant plus de 400 000 ans avant d'émerger de l'autre côté. Si vous aviez commencé ce voyage à l'époque où les Néandertaliens côtoyaient encore les premiers humains modernes, vous ne seriez pas encore arrivé à destination. Et cela ne concerne que le corps stellaire. Pour traverser l'intégralité du halo d'un bord à l'autre, votre voyage à la vitesse de la lumière prendrait environ 4 millions d'années. Lorsque vous avez commencé, le genre Homo était à peine apparu dans la savane africaine. Une fois votre voyage terminé, vous auriez parcouru toute l'histoire de l'évolution humaine, et même continué pendant des millions d'années au-delà. Il s'agit du diamètre de l'enveloppe lumineuse diffuse d'une seule galaxie, ou considérez la question du point de vue des étoiles elles-mêmes. IC 1101 contient environ 100 billions d'étoiles. Si vous vous teniez sur une planète hypothétique quelque part dans la galaxie et que vous leviez les yeux, le ciel ne ressemblerait à rien de ce que vous connaissez sur Terre. Dans les régions intérieures denses, les étoiles empliraient le ciel dans toutes les directions, une voûte flamboyante de lumière jaune dorée, sans taches sombres, sans constellations, sans motifs reconnaissables. Plus loin du noyau, dans le halo extérieur clairsemé, la visibilité s'amincissait considérablement. Les étoiles apparaîtraient éparses et faibles, séparées par des gouffres d'obscurité si vastes que les étoiles voisines seraient invisibles à l'œil nu. La galaxie vous semblerait différente selon l'endroit où vous vous trouveriez en son sein. Près du centre, une luminosité écrasante. À la lisière, une pénombre solitaire se fond dans le vide noir entre les galaxies. Un objet unique abritant des environnements si variés que ses propres habitants, s'ils existaient, seraient en désaccord sur la nature de l'univers dans lequel ils vivent. Réfléchissez-y un instant. Le groupe local n'est pas une structure. Il contient plus de 80 galaxies réparties sur environ 10 millions d'années-lumière d'espace. L'ensemble de notre famille gravitationnelle de galaxies, tout ce que nous pouvons voir à l'œil nu et tout ce que nous ne pouvons pas, occupe un volume qu'une seule galaxie pourrait remplir en grande partie. IC 1101,
ne se contente pas de rivaliser avec la Voie lactée, elle rivalise avec le groupe local. La population stellaire DC 1101 renforce cette disparité. 100 billions d'étoiles contre 200 à 400 milliards pour la Voie lactée. Cela représente un ratio d'environ 250 à 500 fois plus d'étoiles, soit 100 fois plus que le billion d'étoiles d'Andromède. 100 000 milliards de fours nucléaires, la plupart anciens, la plupart se refroidissant lentement, la plupart baignant la galaxie dans la lumière jaune dorée caractéristique des anciennes populations stellaires riches en métaux. Ce sont des étoiles qui se sont formées il y a des milliards d'années dans les dizaines, voire les centaines, de galaxies plus petites qu'IC 1101 a absorbées au cours de sa longue histoire. Chaque vague de fusion a apporté de nouvelles populations stellaires qui ont été mélangées gravitationnellement et redistribuées dans le corps en croissance de la géante centrale. Il en résulte une galaxie dont la lumière stellaire n'est pas produite localement mais héritée, assemblée à partir des contributions d'innombrables galaxies plus petites qui n'existent plus en tant qu'objets indépendants. La classification morphologique de la galaxie explique en partie comment elle est devenue si grande. IC 1101 est classée comme une galaxie CD, ce qui la place dans la catégorie spécifique des galaxies supergéantes qui occupent les centres d'amas riches. Sa forme exacte a fait l'objet de débats. Certaines classifications la décrivent comme une galaxie elliptique, un amas tridimensionnel d'étoiles sans structure de disque ni bras spiraux. D'autres la classent comme une galaxie lenticulaire, une forme de transition entre les spirales et les elliptiques qui possède une structure en forme de disque, mais qui est dépourvue de bras spiraux. La distinction importe moins que les points sur lesquels les deux classifications s'accordent. Le circuit intégré 1101 n'est pas une spirale. Elle ne possède pas le disque rotatif organisé d'étoiles et de gaz qui caractérise les galaxies, comme la Voie lactée et Andromède. Il s'agit d'un amas massif, de forme plus ou moins sphéroïdale, de vieilles étoiles, dont la gravité a été bouleversée par des milliards d'années de fusion. Quelles que soient les structures spirales que possédaient autrefois ces galaxies progénitrices, elles ont été détruites il y a longtemps, déchirées et absorbées dans les orbites chaotiques du produit final de la fusion. Pour comprendre la violence de ce processus de construction, imaginez à quoi ressemble réellement une fusion galactique. Lorsque deux grandes galaxies entrent en collision, l'événement se déroule sur des centaines de millions d'années. Tout d'abord, les halos de matière noire, invisibles mais gravitationnellement dominants, commencent à s'interpénétrer. Les forces de marée étirent alors les deux galaxies en leur donnant des formes déformées, attirant des courants d'étoiles en de longues queues qui peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Les nuages de gaz des deux galaxies se compriment, déclenchant de violentes flambées de formation d'étoiles. Les trous noirs supermassifs, situés au centre des deux galaxies, spiralent l'un vers l'autre, entraînés par la friction dynamique, finissant par fusionner lors d'un événement qui libère des ondes gravitationnelles détectables dans tout l'univers. L'ensemble du processus est à la fois chaotique, destructeur et créatif, forgeant une galaxie nouvelle et plus vaste à partir des débris de deux galaxies plus petites. Imaginez maintenant que ce processus se produise non pas une ni deux fois, mais des dizaines de fois, sur une période de 10 milliards d'années. Chaque fusion ajoute de la masse. Chaque fusion détruit la structure existante et la remplace par une configuration plus vaste et plus diffuse. Chaque fusion apporte de nouvelles étoiles, du nouveau gaz, de la nouvelle matière noire, et parfois un nouveau trou noir supermassif qui doit être absorbé par le moteur central existant. La galaxie située au fond du puits gravitationnel croît inexorablement, alimentée par tout ce qui spirale vers l'intérieur depuis la périphérie de l'amas. Elle ne se développe pas par accumulation pacifique. Elle se développe par des actes répétés de violence gravitationnelle, chacun remodelant la galaxie de l'intérieur vers l'extérieur. IC 1101 est le résultat final de cette violence. Il s'agit de la cicatrice d'1 milliard d'années de collisions cosmiques, lissées au fil du temps, pour former cette boule dorée et uniforme de lumière stellaire ancienne que les télescopes révèlent aujourd'hui. Ceci nous amène au cœur de la galaxie et à l'une de ses caractéristiques les plus extrêmes. Au centre d'IC 1101 se trouve un trou noir supermassif dont la masse estimée figure parmi les plus élevées jamais mesurées. Les différentes méthodes produisent des estimations différentes,
Mais la fourchette s'étend d'environ 40 milliards à 100 milliards de masses solaires en utilisant des modèles dynamiques de noyaux. D'autres calculs, basés sur les taux d'accrétion de gaz, suggèrent une fourchette plus étroite de 50 à 70 milliards de masses solaires. Pour bien comprendre ce que signifient ces chiffres, comparons-les au trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, l'étoile Sagittarius A, qui pèse environ 4 millions de masses solaires. Le trou noir d'IC 1101 est 10 000 à 25 000 fois plus massif que le nôtre. Il n'est pas simplement plus grand, il appartient à une catégorie d'objets gravitationnels complètement différente. Les astronomes l'ont décrit comme surmassif, ce qui signifie qu'il est plus grand que prévu même pour une galaxie de la taille d'IC 1101, repoussant les limites supérieures théoriques de la masse qu'un trou noir peut atteindre, compte tenu des contraintes de temps cosmologique et de carburant disponible. Une étude de 2017, utilisant des images du télescope spatial Hubble, a révélé qu'IC 1101 possède le plus grand noyau galactique connu de toutes les galaxies observées à ce jour. Le rayon du noyau mesure environ 14 000 années-lumière, soit environ un ordre de grandeur supérieur à celui des noyaux d'autres galaxies elliptiques géantes bien étudiées. Ce noyau surdimensionné serait le résultat d'un processus appelé érosion du noyau, au cours duquel la fusion de trous noirs supermassifs lors de collisions galactiques passées a éjecté gravitationnellement des étoiles de la région centrale, creusant ainsi une vaste zone appauvrie. La physique du carottage est à la fois élégante et violente. Lorsque deux galaxies fusionnent et que leurs trous noirs centraux se rapprochent en spirale l'un de l'autre, la paire forme un système binaire lié gravitationnellement au cœur de la galaxie fusionnée. À mesure que le système binaire se resserre, il interagit avec les étoiles voisines par un mécanisme gravitationnel appelé diffusion à trois corps. Les étoiles qui s'approchent du système binaire sont projetées vers l'extérieur à grande vitesse, expulsées du noyau comme des projectiles d'une fronde. Chaque éjection retire de la masse de la région centrale et transfère de l'énergie aux étoiles restantes, les amenant à se disperser vers l'extérieur. Sur des millions d'années, ce processus creuse une cavité au centre de la galaxie, créant ainsi le noyau diffus et appauvri que révèlent les observations. Plus une galaxie a connu de fusion, plus de systèmes binaires de trous noirs se sont formés et ont ravagé son noyau, et plus la cavité qui en résulte est grande. Pour IC 1101, le déficit de masse dans le noyau, la quantité de masse stellaire qui a été éjectée par ce processus, a été estimée à environ 490 milliards de masses solaires. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut savoir que 490 milliards de masses solaires représentent une masse supérieure à la masse stellaire totale de la plupart des galaxies de l'univers observable. La masse stellaire totale de la Voie lactée est estimée à environ 50 à 60 milliards de masses solaires. Le déficit du noyau d'IC 1101 dépasse à lui seul le contenu stellaire total de notre galaxie D, un facteur 8 à 10. Cette galaxie a éjecté de son centre plus d'étoiles que la Voie lactée n'en contient au total. Ces étoiles éjectées n'ont pas disparu. Elles furent dispersées dans le halo extérieur et dans l'amas environnant, contribuant à l'enveloppe diffuse de lumière qui s'étend sur des millions d'années-lumière depuis le noyau. Le halo d'IC 1101 est en partie constitué des débris de sa propre violence interne, des étoiles exilées du centre par les crises gravitationnelles de trous noirs en fusion. IC 1101 ne forme pas de nouvelles étoiles en quantité significative. Il s'agit, selon la terminologie parfois employée par les astronomes, d'une galaxie morte ou mourante. Les fusions qui ont permis sa formation ont également chauffé et expulsé le gaz nécessaire à la formation des étoiles. La galaxie accumule environ 450 masses solaires de matière par an, provenant de l'environnement de l'amas qui l'entoure. Mais il s'agit d'un faible flux comparé à la formation stellaire vigoureuse observée dans les galaxies plus jeunes et riches en gaz. Il n'y a ni nébuleuse lumineuse, ni pouponnière d'étoiles, ni supergéante bleue resplendissant de la lumière d'une création récente. IC 1101 brille de la lueur déclinante et régulière d'étoiles anciennes, monument cosmique d'un passé violent désormais apaisé. Si les galaxies avaient des saisons, IC 1101 serait en plein automne, l'hiver approchant lentement au cours des prochains milliards d'années à mesure que ces étoiles les plus anciennes épuisent leur combustible nucléaire et s'éteignent une à une.
L'environnement de la galaxie renforce sa domination. Abell 2029 est l'un des amas de galaxies les plus denses du ciel, contenant des milliers de galaxies, dont des centaines de galaxies géantes. Pourtant, IC 1101 représente à lui seul environ un quart du flux lumineux visible total du groupe. Une seule galaxie produisant un quart de la luminosité d'une structure contenant des milliers de galaxies. L'amas lui-même est enveloppé dans un énorme nuage de gaz surchauffé qui brille dans les longueurs d'onde des rayons X, atteignant des températures d'environ 100 millions de degrés. Ce gaz est maintenu en place par l'attraction gravitationnelle combinée de la matière noire de l'amas, et il exerce une pression sur les galaxies qui y sont enchâssées. IC 1101 se situe au centre même de ce nuage de gaz chaud, au point le plus profond du potentiel gravitationnel de l'amas. Et bien précisément là où la physique prédit que devrait se trouver la galaxie la plus massive. L'alignement du grand axe d'IC 1101 avec l'axe le long duquel Abell 2029 accumule des matériaux provenant d'un amas voisin appelé Abell 2033 n'est pas fortuit. Cela révèle que la croissance de la galaxie est façonnée par les mêmes flux gravitationnels à grande échelle qui régissent l'évolution de l'amas. La matière tombe dans l'amas le long des filaments de la toile cosmique, canalisée par la matière noire en flux qui alimente la galaxie centrale. Le circuit intégré 1101 n'est pas simplement situé au centre de son groupe. Elle est connectée à la toile cosmique elle-même, puisant sa subsistance dans les structures plus vastes de l'univers. L'histoire de la façon dont IC 1101 a atteint cette taille est inscrite dans les propriétés de son halo. La régularité de l'enveloppe stellaire suggère que la plupart des fusions majeures se sont produites au début de l'histoire de l'amas, lorsque l'univers était plus jeune et que les interactions entre galaxies étaient plus fréquentes. Les études des galaxies d'amas les plus brillantes suggèrent généralement que ces objets ont assemblé environ la moitié de leur masse par le biais de fusions survenues il y a plus de 8 milliards d'années, la croissance ultérieure se déroulant plus lentement à mesure que le taux d'accrétion galactique diminuait. IC 1101 a probablement englouti des dizaines de galaxies majeures et des centaines de galaxies plus petites au cours de sa vie. Chaque collision contribue à augmenter sa masse, à étendre son halo et à alimenter son trou noir central. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Toutes les galaxies majeures qui sont tombées au centre d'Abell 2029 au cours des 10 derniers milliards d'années ont été absorbées par IC 1101. Des galaxies qui pouvaient être de taille comparable à la Voie lactée. Des galaxies qui pouvaient contenir leur propre système planétaire, leur propre chimie complexe, peut-être même leur propre évolution biologique, toutes ont été consommées. Toutes leurs étoiles orbitent désormais à l'intérieur du corps d'un unique géant immense, qui s'éteint lentement. La galaxie n'est pas seulement grande, c'est un cimetière, un monument construit à partir des cadavres de tout ce qui s'est aventuré trop près du centre de l'amas au cours du temps cosmique. Et c'est là que l'histoire se rattache à quelque chose de terriblement proche de nous. Nous avons précédemment décrit comment la Voie lactée et Andromède se rapprochent et fusionneront dans environ 4 à 5 milliards d'années. Cette fusion détruira les deux galaxies spirales et créera une seule galaxie elliptique massive, Mylcroméda contenant la population stellaire combinée des deux. Mylcroméda sera grande selon les normes actuelles, peut-être plus d'1 billion d'étoiles. Une galaxie elliptique respectable dotée d'un halo de matière noire important et d'un trou noir supermassif fusionné, formé par la coalescence des moteurs de trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède. Elle deviendra la galaxie dominante de ce qui restera du groupe local. Et pendant un instant, debout, au milieu des décombres de 2 spirales détruites, on pourrait avoir l'impression que c'est la fin de l'histoire, la forme finale de notre foyer galactique. Mais je vois que 1101 révèle que Mylcroméda ne serait pas la fin de quoi que ce soit. Ce serait le début, car je vois que 1101 a été construit à partir de ce type de fusion, répété maintes et maintes fois pendant des milliards d'années. Chaque galaxie tombée au centre d'Abell 2029 était, à un moment donné, le produit de ses propres fusions antérieures. Les galaxies spirales sont entrées en collision avec d'autres spirales pour former des galaxies elliptiques. Les vélos elliptiques ont englouti des nains. Les objets ainsi formés sont tombés plus profondément dans le puits de potentiel de l'amas et ont été absorbés par le géant central en croissance. Le processus est hiérarchique, récursif
et implacable. Si la Voie lactée et Andromède se trouvaient au centre d'un amas de galaxies massifs, plutôt que dans le groupe local, relativement clairsemé, le produit de leur fusion ne serait pas une forme finale. Ce serait une entrée, un simple plat dans un repas qui dure 10 milliards d'années et se termine par un objet de la taille d'IC 1101. Milkomeda, la galaxie qui contiendra un jour toutes les étoiles et planètes que nous connaissons, ne serait qu'un repas mineur pour IC 1101. Elle ajouterait à peine 1% à la masse totale de cette géante. Ces 1000 milliards d'étoiles seraient absorbées, dispersées et oubliées dans le vaste halo doré en quelques centaines de millions d'années. Rien à Milkomeda, ni sa structure, ni son histoire, ni les civilisations qui pourraient encore y exister, ne subsisterait sous forme reconnaissable. Le produit de la collision cosmique entre la Voie lactée et Andromède, ce qui hérite de tout ce que nous sommes, disparaîtrait dans le corps de la galaxie plus vaste comme une goutte de pluie tombant dans un lac. Voici ce que fait le circuit intégré 1101. Voilà ce qu'elle fait depuis 10 milliards d'années, et la seule raison pour laquelle cela ne nous arrivera pas, c'est que nous vivons dans le mauvais quartier, trop loin de tout centre de concentration pour être consommés, trop isolés pour tomber dans un puits gravitationnel qui nous livrerait à un géant qui nous attend. C'est là que la manière de présenter cette histoire devient importante, car la façon dont IC 1101 a été décrit dans les médias populaires au cours des 2 dernières décennies n'a pas toujours été scientifiquement précise. Vous trouverez des sources affirmant qu'IC 1101 a un diamètre de 6 millions d'années-lumière, ce qui en fait la plus grande galaxie de l'univers, et de loin. Ce chiffre apparaît sur des dizaines de sites web, dans des articles de vulgarisation scientifique et dans des vidéos YouTube. Mais si l'on remonte aux sources scientifiques primaires, il devient difficile de trouver une origine bien documentée. Le chiffre de 6 millions d'années-lumière provient probablement de l'inclusion des zones les plus étendues et les plus faibles du halo de la galaxie, et peut-être de sa confusion avec la lumière intraclustre, la faible lueur des étoiles qui ont été arrachées à leur galaxie mère et qui dérivent maintenant librement à travers l'amas gravitationnellement associé à IC 1101, mais appartenant sans doute à l'amas dans son ensemble plutôt qu'à la galaxie elle-même. C'est là que le problème des frontières des galaxies CD devient scientifiquement réel. La lumière intracluster entourant IC 1101 ne présente pas de contour net. Ils se font progressivement dans le décor du groupe. Certaines de ces étoiles sont liées gravitationnellement à IC 1101 et en resteront parties pour le reste du temps cosmique. D'autres sont libres de leur mouvement, appartenant à l'amas plutôt qu'à une galaxie individuelle, orbitant dans le champ gravitationnel partagé comme des orphelins dans une ville devenue trop grande pour que l'on puisse suivre tous ses habitants. Déterminer quelles étoiles appartiennent à la galaxie et lesquelles appartiennent à l'amas nécessite une modélisation dynamique précise, et différentes hypothèses produisent des réponses différentes. La taille de la galaxie n'est pas incertaine parce que les astronomes ont été négligents. C'est incertain car la galaxie elle-même ne possède pas de frontières physiques nettes. Elle se fond dans son environnement d'une manière qui rend la question « Où s'arrête la galaxie ?» vraiment difficile à répondre. Ce qui est certain, c'est que la galaxie se situe à l'extrémité de la distribution des tailles des galaxies visibles. Même avec l'estimation la plus basse, IC 1101 figure parmi les plus grands corps stellaires jamais observés. Son halo est parmi les plus étendus jamais mesurés. Son noyau est le plus grand jamais détecté. Son trou noir figure parmi les plus massifs jamais estimés. Selon pratiquement tous les critères utilisés pour évaluer la taille des galaxies, IC 1101 se situe au sommet ou près du sommet de la distribution. Il s'agit de l'exemple le plus souvent cité de galaxies visibles extrêmement grandes, et elle détient ce statut depuis des décennies. Mais le mot « visible » dans la phrase précédente joue un rôle crucial. Et c'est ce mot qui ouvre la porte au chapitre suivant de cette histoire, car IC 1101 est énorme selon n'importe quel critère appliqué au corps stellaire d'une galaxie. Ses étoiles, son noyau, son halo, son trou noir, tous repoussent les limites de ce que les astronomes ont observé en lumière visible et infrarouge. Mais l'univers ne limite pas les structures galactiques à ce que les yeux humains ou les télescopes optiques peuvent voir. Il existe dans le cosmos des galaxies dont l'influence s'étend bien au-delà de leur corps stellaire,
bien au-delà de leur halo, bien au-delà de tout ce qui émet de la lumière dans les longueurs d'onde que nous associons aux étoiles et au gaz. Et lorsque l'on mesure ces galaxies, non pas par leur étendue visible, mais par la portée complète de leurs structures astrophysiques, l'idée d'IC 1101 comme la plus grande galaxie incontestée devient considérablement plus compliquée. Cette complication ne constitue pas une faiblesse dans l'histoire. Cela ne diminue en rien l'importance du chapitre 1101 du Code pénal. Au contraire, cela rend l'histoire encore plus troublante, car cela révèle que le concept de la plus grande galaxie n'est pas un simple record net comme celui du plus haut bâtiment ou du plus long fleuve. Cela dépend de ce que vous entendez par galaxie. Cela dépend de ce que vous choisissez de mesurer. Et lorsqu'on commence à mesurer des structures qui s'étendent au-delà du corps stellaire visible, l'échelle de ce que l'univers peut produire devient si extrême que même moi, Seum 101, aussi inconcevablement vaste soit-elle, commence à ressembler au simple point de départ d'une révélation beaucoup plus profonde et troublante. Il existe dans le cosmos des objets dont les structures galactiques, mesurées d'un bout à l'autre, s'étendent non pas sur des millions, mais sur des dizaines de millions d'années-lumière. Des objets dont l'étendue physique dépasse celle de 1, C101, par des facteurs de 4, 5 ou même 6. Des objets qui s'étendent sur des distances comparables aux espaces entre les filaments de la toile cosmique, comblant des vides que l'on croyait inexistants, atteignant des échelles qui commencent à estomper la frontière entre l'influence d'une seule galaxie et l'architecture de l'univers lui-même. Ces objets n'atteignent pas leur taille maximale grâce aux étoiles. Ils y parviennent grâce à un tout autre moyen. Des jets de plasma relativiste, propulsés depuis les pôles de trous noirs supermassifs à une vitesse proche de celle de la lumière, gonflent d'énormes lobes de gaz émetteurs radio qui s'étendent bien au-delà de ce que les étoiles de la galaxie pourraient jamais atteindre. On les appelle des radiogalaxies géantes, et elles représentent une façon totalement différente de concevoir ce qu'est une galaxie et jusqu'où peut s'étendre son influence. IC 1101 a mérité sa réputation de galaxie visible la plus extrême, et ce à juste titre. Son corps stellaire, son halo, son trou noir, son noyau, tous repoussent les limites de la structure galactique observée. Mais l'univers, en réalité, se moque des catégories. Il ne sépare pas la taille visible de la taille de la radio dans des catégories nettes et mutuellement exclusives. Elle se contente de construire des structures, et certaines de ces structures s'étendent sur des distances si vastes que la galaxie visible en leur centre devient une simple note de bas de page dans une histoire bien plus grande. La question de savoir quelle est réellement la plus grande galaxie, celle vers laquelle toute cette discussion converge, est sur le point de devenir considérablement plus étrange. Et la réponse ne résoudra pas le problème. Cela va le briser. Il existe dans l'univers un type de galaxie dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, et il est sur le point de réduire à néant tout ce que nous avons construit avec tant de soin, car jusqu'à présent, nous avons mesuré les galaxies de la manière dont la plupart des gens les comprennent instinctivement, par leurs étoiles, par la lumière visible qu'ils émettent, par l'étendue de leurs corps stellaires lumineux et des halos diffus qui les entourent. C'est la manière naturelle d'envisager la taille des galaxies. Les étoiles sont ce que nous voyons lorsque nous regardons les galaxies. Ce sont les étoiles qui peuplent les bras spiraux, les renflements centraux, les formes elliptiques capturées par les images de Hubble. Quand on demande quelle est la taille d'une galaxie, la réponse fait presque toujours référence à l'étendue spatiale de ces étoiles. Car ce sont les étoiles qui rendent une galaxie visible tout d'abord. Mais l'univers ne s'est jamais particulièrement intéressé à se limiter à ce qui est visible. Au milieu du XXe siècle, avec la maturation de la radioastronomie et la mise en service de télescopes capables de détecter un rayonnement électromagnétique, bien en dessous de la fréquence de la lumière visible, les astronomes ont commencé à découvrir des structures associées aux galaxies qui n'avaient aucun équivalent dans les observations optiques. Ils ont découvert d'énormes lobes de plasma émetteurs radio s'étendant depuis certaines galaxies, parfois symétriquement, parfois légèrement décalés, s'étirant dans l'espace intergalactique bien au-delà de la limite visible des étoiles de la galaxie. Ces lobes n'étaient pas composés d'étoiles. Il ne s'agissait pas de nuages de gaz au sens conventionnel du terme. Il s'agissait de vastes réservoirs de plasma magnétisés, gonflés par des jets de matière relativiste,
provenant des environs du trou noir supermassif central de la galaxie, chauffés à des énergies si extrêmes qu'ils émettaient un rayonnement synchrotron détectable par les radiotélescopes. Le mécanisme à l'origine de ces structures mérite un examen plus approfondi, car il s'agit de l'un des processus les plus violents et physiquement extrêmes de tout le cosmos. Au centre de certaines galaxies, le trou noir supermassif accrète activement de la matière, attirant le gaz et la poussière de son environnement et formant un disque d'accrétion en rotation rapide. Ce disque n'est pas une structure calme et ordonnée. Il s'agit d'un maelstrom de plasma surchauffé, spiralant vers l'intérieur à des vitesses proches de celles de la lumière, comprimé par des forces gravitationnelles si intenses que les régions internes du disque et sa couronne environnante atteignent des températures de centaines de millions de degrés. Le frottement à l'intérieur du disque convertit l'énergie potentielle gravitationnelle en rayonnement, et au plus fort de son activité, le disque d'accrétion autour d'un trou noir supermassif peut surpasser en luminosité toute la galaxie qui l'abrite. Mais toute la matière qui tombe n'atteint pas l'horizon des événements du trou noir. Une fraction de cette énergie, canalisée par de puissants champs magnétiques qui parcourent le disque d'accrétion et l'ergosphère du trou noir en rotation, est projetée vers l'extérieur le long de l'axe de rotation du trou noir sous forme de deux faisceaux étroitement collimatés appelés jets relativistes. Ces avions se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière, dépassant parfois 99% de celle-ci. Ils figurent parmi les phénomènes les plus énergétiques de l'univers, véhiculant la puissance de billions de soleils dans deux faisceaux étroits qui traversent le milieu interstellaire de la galaxie et se prolongent dans l'espace intergalactique. Au contact du gaz environnant, les jets ralentissent, s'étalent et gonflent d'énormes lobes de plasma magnétisés. Ces lobes croissent pendant des millions d'années, alimentés continuellement par les jets, s'étendant vers l'extérieur jusqu'à ce que la pression du milieu intergalactique équilibre l'énergie qui leur est injectée. Les électrons contenus dans les lobes spiralent autour des lignes de champ magnétiques à des vitesses relativistes, émettant un rayonnement synchrotron dont le pic se situe aux longueurs d'onde radio. C'est grâce à ce rayonnement que les astronomes détectent les lobes, qui sont autrement invisibles aux télescopes optiques. Ces lobes ne brillent qu'en lumière radio, structure fantomatique s'étendant sur des distances qui éclipsent la galaxie visible en leur centre. La plupart des radiogalaxies produisent des lobes qui s'étendent sur quelques centaines de milliers d'années-lumière depuis la galaxie centrale. Impressionnant, mais de taille comparable à celle du corps stellaire de la galaxie. Les lobes se présentent comme deux bulles encadrant la galaxie, visibles uniquement en ondes radio, invisibles aux télescopes optiques. Même la Voie lactée possède ses propres deux modestes lobes radio, détectés ces dernières années, s'étendant au-dessus et au-dessous du plan galactique. Ces structures font partie intégrante de l'astrophysique galactique et résultent de l'activité des trous noirs que la plupart des grandes galaxies subissent à un moment ou un autre de leur évolution. Mais il existe une sous-classe de radiogalaxies qui défie cette échelle modeste. Les astronomes les appellent des radiogalaxies géantes, et leur caractéristique principale est que leurs lobes radio s'étendent sur des distances véritablement extraordinaires, atteignant des longueurs mesurées non pas en centaines de milliers d'années-lumière, mais en millions. Certaines s'étendent sur plusieurs mégaparsecs, une unité de distance égale à environ 3,26 millions d'années-lumière. Ce sont des structures si vastes qu'elles ne s'étendent pas seulement au-delà de leur galaxie haute. Elles s'étendent au-delà de l'environnement local de la galaxie, au-delà de l'échelle des groupes de galaxies, jusque dans les espaces entre les filaments de la toile cosmique. Selon certains critères, ce sont les plus grandes structures cohérentes produites par une seule source galactique dans l'univers observable. Les radiogalaxies géantes sont connues depuis des décennies. Au début des années 2020, des centaines d'entre elles avaient été répertoriées. La plupart ont été découvertes grâce à des relevés radio qui cartographient le ciel à basse fréquence, là où ces structures diffuses étendues sont les plus faciles à détecter. Mais les découvertes qui ont bouleversé le débat public sur la plus grande galaxie sont arrivées rapidement à partir de 2022, et elles ont changé à jamais la façon d'aborder cette question. En février 2022, une équipe d'astronomes dirigée par Martine Heuy de l'Observatoire de Leiden aux Pays-Bas a publié un article annonçant la découverte d'une radiogalaxie géante
qu'ils ont nommé Alcyonus, d'après l'un des géants de la mythologie grecque. La galaxie a été identifiée grâce aux données du Low Frequency Array, LOFAR, un réseau d'environ 20 000 antennes radio individuelles réparties sur 52 stations en Europe. LOFAR fonctionne à des fréquences bien inférieures à celles détectées par les télescopes optiques, et sa sensibilité aux faibles émissions radio diffuses le rend idéal pour détecter les lobes étendus des radiogalaxies géantes. Ce qu'Oei et ses collègues ont découvert était remarquable. Alcyonus possédait une structure radio d'une longueur projetée d'environ 5 mégaparsecs, ce qui correspond à environ 16 millions d'années-lumière d'un bord de lobe à l'autre. Pour mettre cela en perspective, la Voie lactée mesure environ 100 000 à 200 000 années-lumière de diamètre. La structure radio d'Alcyonus avait un diamètre environ 100 fois supérieur à celui de la Voie lactée. Mise bout à bout, il faudrait 100 galaxies de la Voie lactée pour égaler l'envergure de cette seule structure radio. Au moment de sa découverte, il s'agissait de la plus grande structure d'origine galactique jamais détectée. La réaction des médias a été immédiate et, dans de nombreux cas, trompeuse. Les gros titres annonçaient qu'Alcyonus était la plus grande galaxie de l'univers. Les réseaux sociaux ont amplifié cette affirmation. Le nom d'Alcyonus a commencé à apparaître sur les listes de records cosmiques aux côtés d'IC-1101. Souvent présenté comme si les deux objets étaient en compétition dans la même catégorie, cette présentation a occulté une distinction cruciale qui compte énormément pour comprendre ce que signifie réellement le terme « plus grand ». La galaxie hôte d'Alcyonus, le corps stellaire proprement dit au centre de la structure radio, n'est pas exceptionnelle. Sa masse stellaire est estimée à environ 240 milliards de masses solaires, ce qui ne représente que quelques fois celle de la Voie lactée, et est bien inférieure aux 100 billions d'étoiles estimées d'IC-1101. Son trou noir supermassif central pèse environ 390 millions de masses solaires, une masse respectable mais tout à fait ordinaire pour une galaxie elliptique, et environ 100 à 250 fois moins massive que le trou noir de IC-1101. La galaxie elle-même n'abrite pas de quasar. Son taux de formation d'étoiles est négligeable, de l'ordre d'un 60e de masse solaire par an. À tous égards, la galaxie hôte d'Alcyonus, visible sur le ciel, est sans particularité. Il s'agit d'une galaxie elliptique ordinaire, enchâssée dans un filament de la toile cosmique, indiscernable de milliers d'objets similaires dispersés dans l'univers observable. Ce qui rend Alcyonus extraordinaire, ce n'est pas sa galaxie, ce sont ses réacteurs. Il s'agit des deux énormes lobes de plasma magnétisé s'étendant sur des millions d'années-lumière, dans des directions opposées à partir du trou noir central, gonflé pendant des millions d'années par des flux relativistes qui ont injecté de l'énergie dans l'espace intergalactique. Ces lobes ne sont pas constitués d'étoiles. Elles ne contiennent ni planètes, ni matière solide, ni structure qui puisse être qualifiée de galactique au sens traditionnel du terme. Ce sont des nuages de plasma ténus et diffus, si minces que leurs pressions internes figurent parmi les plus basses jamais mesurées dans une structure astrophysique, environ 5 fois 10 à la puissance -16 pascal. Elles ne brillent que dans les longueurs d'onde radio, invisibles à tous les télescopes optiques jamais construits, et c'est ce détail qui rend Alcyonus si déroutant sur le plan conceptuel. La galaxie au centre est ordinaire, sans intérêt particulier, une galaxie devant laquelle on passerait sans même y jeter un second regard dans un catalogue. Sa masse stellaire est la moitié de celle de la Voie lactée. Son trou noir est 100 fois moins massif que le plus grand connu. Sa luminosité radio se situe approximativement au 45e percentile de toutes les radiogalaxies géantes connues, ce qui signifie que plus de la moitié d'entre elles sont en réalité plus brillantes. Le décalage entre la cause et l'effet est presque absurde. Supprimez les lobes radio et il ne vous reste qu'une galaxie qu'aucun relevé topographique ne qualifierait d'inhabituelle. Restaurez-les et vous découvrirez une structure 100 fois plus large que la Voie lactée. Le moteur est modeste, le résultat est colossal. C'est comme si un tuyau d'arrosage avait miraculeusement créé une rivière. Ce décalage entre la galaxie haute et l'échelle de la structure radio est l'une des énigmes les plus profondes de l'astronomie extragalactique moderne. Si ces jets étaient propulsés par un trou noir exceptionnellement puissant, leur taille énorme serait tout à fait logique. Plus de puissance, plus de portée. Mais Alcyonus possède un trou noir de taille modeste, comparé aux galaxies actives.
Si les jets étaient exceptionnellement énergétiques, cela expliquerait leur ampleur. Mais la luminosité du jet d'Alcyonus est ordinaire. L'explication la plus plausible, et celle proposée par l'équipe de découverte, est que la croissance des lobes radiaux était principalement déterminée non pas par la puissance du moteur central, mais par la densité du milieu environnant. Alcyonus réside dans un filament de la toile cosmique où le milieu intergalactique est peut-être moins dense que la moyenne. Avec une moindre résistance, s'opposant à l'expansion des lobes, la même puissance modeste du jet qui aurait produit des lobes de taille ordinaire dans un environnement plus dense a au contraire produit une structure s'étendant sur 16 millions d'années-lumière dans le vide relatif d'un filament cosmique clairsemé. C'est là le cœur de l'ambiguïté. Lorsque les médias ont qualifié Alcyonus de plus grande galaxie, ils incluaient les lobes radiaux dans leurs mesures. Mais selon l'usage astronomique standard, les lobes radiaux ne sont généralement pas considérés comme faisant partie de la taille d'une galaxie. Ce sont des éjectas, des matériaux expulsés de la galaxie, plutôt que des matériaux contenus à l'intérieur. L'article Wikipédia consacré à Alcyonus indique lui-même que divers médias l'ont décrite comme la plus grande galaxie connue, mais ajoute que cela est trompeur, car les éjectats radiaux ne sont généralement pas pris en compte pour déterminer la taille des galaxies. Cette distinction n'est pas pédante. Elle reflète une véritable question scientifique sur la nature d'une galaxie. Une galaxie est-elle définie par ses étoiles, par l'étendue gravitationnelle de son halo de matière noire, jusqu'à la limite la plus éloignée de toute structure physiquement reliée à son moteur central? La réponse déterminera si Alcyonus est la plus grande galaxie jamais découverte ou simplement la galaxie présentant les plus importants éjectats radiaux jamais observés. Et ce sont là des affirmations sensiblement différentes. Mais alors même que les astronomes analysaient les implications d'Alcyonus, le record était déjà battu à nouveau. En septembre 2024, un article publié dans la revue Nature par une équipe à nouveau dirigée par Martineau annonçait la découverte d'une radiogalaxie géante encore plus grande. Celui-ci fut nommé Porphyrion, d'après un autre géant de la mythologie grecque, et sa taille faisait paraître Alcyone modeste en comparaison. Les jets radiaux de Porphyrion s'étendent sur environ 7 mégaparsecs, soit environ 23 millions d'années-lumière d'un bout à l'autre. Cela représente 140 fois le diamètre de la Voie lactée. Si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre voir toute l'étendue de Porphyrion à l'œil nu, ces deux lobes domineraient une portion colossale du ciel, éclipsant n'importe quelle galaxie individuelle d'une marge presque absurde. La galaxie haute se situe à 7 milliards et demi d'années-lumière de la Terre, ce qui signifie que les jets existaient lorsque l'univers n'avait que 6,3 milliards d'années, soit moins de la moitié de son âge actuel. Malgré son extrême jeunesse à l'échelle cosmique, le trou noir central a généré des jets dont la puissance combinée équivaut à l'énergie de billions de soleils, propulsant du plasma dans l'espace intergalactique à une vitesse proche de celle de la lumière et gonflant des lobes qui s'étendaient sur un volume d'espace comparable en échelle aux espaces entre les filaments de la toile cosmique. La découverte de Porphyrion avait des implications qui allaient bien au-delà de la question des records de taille galactique. L'équipe de recherche a calculé que les jets s'étendent sur environ les 2/3 du rayon d'un vide cosmique typique à cette époque de l'histoire universelle. Cela signifie que les jets d'une seule galaxie atteignaient des échelles qui interagissaient non seulement avec l'environnement local de la galaxie, mais aussi avec la structure à grande échelle de l'univers lui-même. Les jets se faufilaient à travers la toile cosmique, magnétisant potentiellement le milieu intergalactique, chauffant le gaz entre les filaments et influençant la formation et l'évolution d'autres galaxies situées à des millions d'années-lumière de la source. Eux et ses collègues ont écrit que leur découverte suggère que chaque endroit de l'univers a pu être affecté par l'activité des trous noirs à un moment donné du temps cosmique. Cette idée selon laquelle les jets des trous noirs pourraient être responsables de la magnétisation du cosmos à grande échelle représente un changement significatif dans la pensée astrophysique. Pendant des années, l'origine des champs magnétiques dans le milieu intergalactique est restée une énigme persistante. Les observations ont confirmé que le gaz entre les galaxies est imprégné de champs magnétiques faibles, mais mesurables, mais le mécanisme qui les produit fait débat. Une des principales hypothèses, appelée effet de pile de Biermann,
propose que les champs magnétiques résultent naturellement du mouvement différentiel des électrons et des ions sous l'effet des forces gravitationnelles. Ce mécanisme fonctionne, mais il produit des champs d'amorçage extrêmement faibles, qui nécessitent une amplification par d'autres processus pour correspondre aux intensités observées. Les jets de radiogalaxies géants offrent une explication alternative et potentiellement plus convaincante. Si des jets s'étendant sur des dizaines de millions d'années-lumière injectent régulièrement du plasma magnétisé dans le milieu intergalactique, il pourrait être la principale source de magnétisme cosmique à très grande échelle. La découverte de Porphyrian a renforcé cette hypothèse en démontrant que les structures de jets peuvent atteindre des tailles comparables à la toile cosmique elle-même, plaçant ainsi le plasma magnétisé exactement là où il devrait se trouver pour expliquer les champs intergalactiques observés. Et même le record de Porphyrian n'a pas duré. Fin 2024, une autre radiogalaxie désignée TXS 0033+252 a été identifiée avec une structure radio estimée s'étendant sur environ 8 mégaparsecs ou environ 26 millions d'années-lumière. Les records tombent plus vite que la communauté scientifique ne peut les assimiler grâce à la sensibilité sans précédent de l'OFAR et à la reconnaissance croissante que les radiogalaxies géantes sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pensait auparavant. Un effort de science citoyenne associé au relevé LOFAR a déjà permis d'identifier plus de 10 000 paires de jets s'étendant sur environ 3 millions d'années-lumière ou plus. Ce ne sont pas des curiosités rares. Il s'agit de populations, une classe d'objets que l'univers produit régulièrement, et leur dimension typique éclipse tout ce qui se mesure en lumière stellaire visible. À présent, prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie pour la question au cœur de cette discussion. Quelle est la plus grande galaxie que nous ayons jamais découverte? La réponse dépend entièrement de la façon dont on définit une galaxie. Si l'on définit une galaxie par son corps stellaire visible, l'étendue de ses étoiles et la lumière qu'elles produisent, alors IC 1101 reste l'un des candidats les plus sérieux. Son diamètre isophotique de 400 000 à 550 000 années-lumière, combiné à un halo stellaire diffus s'étendant jusqu'à environ 4 millions d'années-lumière, le place au sommet ou près du sommet de chaque distribution observée de la taille des galaxies visibles. Aucune autre galaxie n'a été mesurée avec autant de fiabilité, avec un corps stellaire plus brillant et plus étendu. Dans la catégorie des objets de taille galactique visible, IC 1101 est l'encre, le point de référence, l'objet qui définit l'extrémité extrême de l'échelle. Mais si l'on définit une galaxie par l'étendue totale de toute structure physique cohérente, liée à son moteur central, y compris les lobes radiaux gonflés par des jets relativistes, alors le record appartient à des objets comme Porphyrion et ses successeurs. Leur étendue physique de 23 à 26 millions d'années-lumière dépasse le halo d'IC 1101 d'un facteur d'environ 6 à 7. Ils atteignent des distances qui les placent dans une toute autre catégorie. Des structures qui s'étendent non seulement à l'échelle galactique, mais aussi à l'échelle cosmologique. La tension entre ces deux définitions ne constitue pas un défaut en astronomie. C'est le reflet d'une véritable réalité physique. Les galaxies ne sont pas des objets simples. Ce sont des systèmes multicouches, comprenant des corps stellaires, des halos de matière noire, des réservoirs de gaz, des champs magnétiques et, dans certains cas, des écoulements relativistes qui s'étendent bien au-delà de ce que les étoiles seules pourraient atteindre. Le choix du tracé de la frontière n'est pas arbitraire, c'est une décision. Et des décisions différentes produisent des réponses différentes. Un astronome étudiant les populations stellaires pourrait définir la taille des galaxies par l'étendue des étoiles et conclure que IC 1101 est la plus grande. Un radioastronome étudiant la physique des jets pourrait définir la taille des galaxies par l'étendue de leur structure radio et conclure que Porphyrian détient le record. Les deux ont raison dans leur cadre respectif. Aucun des deux n'est faux. L'univers ne fournit tout simplement pas une réponse unique et sans ambiguïté, mais voici ce qui compte plus que le disque lui-même. L'existence de ces structures radio géantes nous révèle quelque chose de profondément troublant sur la gamme d'échelles que l'univers peut produire à partir d'une seule source galactique. Lors de la découverte d'Alcyonus, les astronomes furent surpris non pas par l'existence de radiogalaxies géantes, connues depuis des décennies, mais par le fait que la galaxie haute était si ordinaire. Sa masse stellaire était moyenne.
Son trou noir était de taille moyenne. La luminosité de son jet était moyenne. Le moteur central n'avait rien d'exceptionnel. Pourtant, elle a produit une structure radio s'étendant sur 16 millions d'années-lumière. Cela impliquait que la croissance des radiogalaxies géantes pourrait ne pas nécessiter de moteurs centraux inhabituels. Il suffirait peut-être d'un environnement adéquat, une région de faible densité de la toile cosmique, où le milieu intergalactique offre une résistance minimale aux lobes en expansion, leur permettant d'atteindre des tailles extraordinaires sans être contraint par une pression extérieure. Porphyrion a encore compliqué ce tableau car sa galaxie haute est plus massive, environ 10 fois la masse de la Voie lactée, et son trou noir fonctionne dans un mode différent, un mode radiatif, plutôt que dans le mode jet typique de la plupart des radiogalaxies géantes. C'était inattendu car on ignorait jusqu'alors que les trous noirs en mode radiatif pouvaient produire des jets de cette ampleur. Cette découverte laisse entendre que les conditions de croissance des jets géants pourraient être plus variées et plus fréquentes que les astronomes ne le supposaient. Si les galaxies hautes ordinaires et massives peuvent produire des jets s'étendant sur des dizaines de millions d'années-lumière, et si le principal facteur limitant est la densité du milieu intergalactique environnant plutôt que la puissance du moteur central, alors l'univers pourrait contenir beaucoup plus de ces structures que ce que les relevés actuels ont détecté. L'OFAR n'a jusqu'à présent cartographié qu'environ 15% du ciel. La population de radiogalaxies géantes déjà identifiées se chiffre en milliers, et le recensement est loin d'être terminé. Choi a lui-même déclaré que les astronomes n'observent peut-être que la partie émergée de l'iceberg. La population réelle de structures s'étendant sur des millions d'années-lumière pourrait être bien plus importante que ne le suggèrent les catalogues actuels. Cette constatation ne diminue en rien la portée du CI 1101. Au contraire, elle la contextualise avec plus de précision. IC 1101 représente l'extrême d'un type d'échelle galactique, l'échelle stellaire visible. Son corps stellaire, son halo, son noyau, son trou noir repoussent tous les limites de ce que l'univers peut construire par assemblage gravitationnel et fusion galactique. Il s'agit du produit final de milliards d'années d'assemblage gravitationnel au centre d'un amas de galaxies massifs. Et de par la masse et l'étendue de la lumière stellaire assemblée, il demeure l'un des objets les plus extrêmes jamais observés. Mais les radiogalaxies géantes représentent l'extrême d'un autre type d'échelle galactique. Ce genre d'énergie ne se mesure pas en étoiles, mais en énergie. Dans les champs magnétiques, à la portée du plasma relativiste, propulsé vers l'extérieur par les moteurs les plus puissants du cosmos, ces structures ne sont pas en concurrence avec le brevet CI 1101 pour le même titre. Ils occupent un axe d'extrémité totalement différent. Et le fait que ces deux extrêmes existent, que l'univers puisse construire des galaxies visuellement aussi massives qu'IC 1101 et produire simultanément des structures sources uniques, aussi étendues physiquement que poriphéranes, est ce qui rend cette histoire véritablement troublante plutôt qu'impressionnante. Car la vraie question n'est pas de savoir quelle galaxie détient le record. La vraie question est de savoir ce que cela signifie que l'univers puisse produire des structures à de telles échelles. Une galaxie dont les étoiles s'étendent sur un demi-million d'années-lumière et dont le halo atteint 4 millions d'années-lumière. Le flux de matière d'un seul trou noir s'étend sur 23 millions d'années-lumière. Une population de jets géants se chiffrant en dizaines de milliers, la plupart encore non détectés. Les échelles en jeu ne sont pas seulement grandes, elles sont suffisamment grandes pour interagir avec la toile cosmique elle-même, la plus grande structure organisationnelle de l'univers. Lorsque les jets d'une seule galaxie peuvent s'étendre sur les 2/3 du rayon d'un vide cosmique, l'ancienne image d'une galaxie comme une île entourée d'espaces vides cesse d'être valable. Ces objets ne sont pas contenus par leur environnement local. Leurs émissions se propagent sur des distances qui rivalisent avec l'espacement des filaments de la toile cosmique, déposant du plasma magnétisé dans des régions qu'aucune étoile de la galaxie haute n'atteindra jamais. Un unique moteur galactique fonctionne sur une toile qui était censée appartenir à l'univers seul. C'est à ce moment que le poids émotionnel de l'histoire se déplace. Nous avons commencé par établir qu'une seule galaxie ordinaire est déjà d'une taille inconcevable. Nous avons ensuite montré qu'IC 1101 repousse la taille galactique visible à un point où les références familières comme la Voie lactée et Andromède
cessent de fonctionner comme des comparaisons significatives. Nous avons maintenant constaté que le concept même de la plus grande galaxie résiste à une définition claire, car l'univers produit des structures galactiques sur de multiples axes d'échelle qui ne se réduisent pas à un seul classement. Et les structures situées au sommet de chaque axe sont si extrêmes qu'elles commencent à brouiller les catégories utilisées par les astronomes pour organiser le cosmos. Une galaxie est censée être un objet délimité, un ensemble d'étoiles, de gaz et de matière noire maintenus ensemble par la gravité, distinct de son environnement, définissable et mesurable. Mais lorsque les lobes radio d'une galaxie s'étendent sur 23 millions d'années-lumière dans l'espace intergalactique, cette structure est-elle encore une galaxie? Lorsque le halo stellaire d'une galaxie se fond imperceptiblement dans la lumière intraclustre de son amas parent, où s'arrête la galaxie et où commence l'amas? Lorsque les jets d'une galaxie magnétisent la toile cosmique à des échelles rivalisant avec les distances entre les filaments, l'influence de la galaxie est-elle véritablement locale? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des domaines de recherche actifs, et les réponses, lorsqu'elles viendront, révéleront probablement que les frontières que nous traçons autour des galaxies sont des constructions humaines imposées à un cosmos qui ne les reconnaît pas. L'univers construit des structures de manière continue, des échelles stellaires aux échelles galactiques, puis aux échelles des amas, et enfin aux échelles de la toile cosmique, et les transitions entre elles ne sont pas abruptes. Ce sont des gradients. Zones d'influence décroissantes qui s'estompent plutôt que de disparaître. Une galaxie n'est pas une chose qui a des contours. Il s'agit d'une concentration de matière et d'énergie au centre d'une zone d'influence qui s'étend en principe à l'infini. Je vois que 1101 et Porphyran sont tous deux des expressions de cette vérité. L'une d'elles représente l'extrême assemblage gravitationnel, le plus grand amas d'étoiles visibles jamais observé. L'autre représente l'extrême du flux énergétique sortant, la portée maximale des jets relativistes d'un seul trou noir. Les deux galaxies. Tous deux échappent à toute mesure simple. Toutes deux nous obligent à faire face à la réalité inconfortable que la capacité de l'univers à construire de grandes structures n'a pas de limite évidente. Et c'est cette absence de plafond, ce sentiment d'une ascension illimitée qui transforme cette histoire d'un simple récit de record en quelque chose de bien plus profondément troublant. Car si la plus grande galaxie visible peut s'étendre sur 4 millions d'années-lumière et les jets radio les plus longs peuvent atteindre 26 millions, et si la population de structures géantes se chiffre en dizaines de milliers, la plupart étant encore non détectées, alors nous ne sommes pas face à des cas aberrants. Nous observons la périphérie d'une distribution dont nous n'avons pas encore cartographié l'étendue complète. Quelque part dans le ciel invisible, il pourrait exister des structures encore plus grandes. Des structures qui n'ont pas encore été détectées car nos relevés sont incomplets, parce que nos instruments manquent de sensibilité, parce que l'univers a eu des milliards d'années pour construire des choses que nous n'avons pas encore imaginées. La plus grande galaxie jamais découverte n'est peut-être pas la plus grande galaxie existante, et c'est là que commence la dernière strate de cette histoire. Revenons au début. Non pas le début de cette histoire, mais le début de l'intuition que nous avons lentement démantelée à travers tout ce qui a précédé. L'intuition qui nous dit qu'une galaxie est une chose connaissable, une structure dotée d'une forme, d'une taille et de limites. Quelque chose que vous pourriez désigner sur une carte et dire « voilà une galaxie ». Elle commence ici, elle finit là, et tout ce qui est en dehors d'elle est autre chose. Cette intuition nous paraît naturelle, car c'est ainsi que nous percevons tous les autres objets de notre vie. Une montagne possède une base et un sommet. Un océan a un rivage. Une ville possède une limite où s'arrêtent les bâtiments et où commence la campagne. Nous sommes programmés pour penser en termes d'objets, de contours, de catégories. Et pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, cette configuration nous a bien servi. Mais l'univers, aux échelles que nous avons explorées, ne fonctionne pas comme notre cerveau le prévoit. Et l'histoire de la plus grande galaxie jamais découverte est finalement celle de ce qui se passe lorsque ce système se retrouve confronté à quelque chose pour lequel il n'a jamais été conçu. Commencez par la Voie lactée. 200 000 à 200 000 années-lumière de diamètre. 200 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, pesant 4 millions de masses solaires.
une structure spirale barrée avec des bras de gaz et de poussière et de jeunes étoiles enveloppant un bulbe central de populations stellaires plus anciennes et plus rouges. C'est chez moi. Voici la galaxie qui contient toutes les étoiles que vous avez jamais vues, toutes les planètes que l'humanité a jamais étudiées, tous les signaux que nous avons jamais envoyés dans le vide. Il est si vaste que la lumière met des années à le traverser. Elle est si massive que son influence gravitationnelle façonne les orbites de plus de 80 galaxies satellites. Il contient plus de mondes que n'importe quelle civilisation humaine ne pourrait en explorer en 1 million de vies. Et pourtant, dans le contexte de cette histoire, la Voie lactée n'a servi que de point de départ, de base, de premier échelon d'une échelle qui monte si haut que le dernier échelon finit par disparaître de la vue. Andromède est venue ensuite, environ 220 000 années-lumière de diamètre, 1 billion d'étoiles. Un trou noir pesant 100 millions de masses solaires, plus grand que la Voie lactée selon tous les critères significatifs. Si la Voie lactée est une maison ordinaire dans une rue résidentielle, Andromède est le manoir au bout de la rue, impressionnant, dominant, le plus grand bâtiment du quartier. Et tous deux tombent l'un vers l'autre à 402 000 km/h, pris dans une étreinte gravitationnelle qui se terminera par une collision dans environ 4 à 5 milliards d'années. Lorsque cette collision se produira, les deux galaxies seront détruites en tant que structures indépendantes et reformées en une seule galaxie elliptique massive contenant les populations stellaires combinées des deux. Cette galaxie fusionnée figurera parmi les plus grandes structures du voisinage cosmique local, et elle sera tout de même plus petite qu'IC 1101 d'un facteur qui rend la comparaison presque dénuée de sens. IC 1101, une galaxie CD supergéante au centre de l'amas de galaxies. Abel 2029, à 1,15 milliard d'années-lumière de la Terre, un diamètre isophotal de 400 000 à 550 000 années-lumière pour le corps stellaire visible, un halo stellaire diffus s'étendant jusqu'à un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière, donnant une étendue totale d'environ 4 millions d'années-lumière, 100 000 milliards d'étoiles, un trou noir supermassif pesant entre 40 et 100 milliards de masses solaires. Le plus grand noyau galactique jamais mesuré, s'étendant sur environ 14 000 années-lumière, a été creusé par la fusion de trous noirs supermassifs au cours de milliards d'années de consommation galactique implacable. Une galaxie dont le halo à lui seul pourrait engloutir la distance qui nous sépare d'Andromède. Une structure unique suffisamment vaste pour remplacer l'ensemble de notre groupe local et laisser encore de la place en marge. Voilà le géant visible. C'est cette galaxie qui a détenu pendant des décennies le titre populaire de plus grande de l'univers. Et cela reste à ce jour l'un des exemples les plus extrêmes de lumière stellaire, assemblée jamais observée. Et pendant longtemps, l'histoire s'est arrêtée là. La plus grande galaxie était IC 1101. Sa distance était de 4 à 6 millions d'années-lumière, selon la méthode de mesure du halo. Et la conclusion émotionnelle fut un simple émerveillement. Une galaxie plus grande que notre groupe local. Affaire classée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'était impossible, car l'univers n'avait pas fini de révéler ce qu'il avait construit. Alcyonus découverte en 2022, une radiogalaxie géante, dont les jets relativistes gonflent des lobes de plasma magnétisés, s'étendant sur environ 16 millions d'années-lumière, soit environ 100 fois le diamètre de la Voie lactée. La galaxie haute est ordinaire. Sa masse stellaire est légèrement supérieure à celle de la Voie lactée. Son trou noir est modeste comparé aux galaxies actives. Le moteur central n'a rien d'exceptionnel. Et pourtant, la structure qu'elle a produite est 4 fois plus grande que l'étendue complète du halo des jets IC Porphyran 2024, qui s'étendent sur environ 23 millions d'années-lumière, soit 140 fois le diamètre de la Voie lactée. Une structure si vaste qu'elle s'étend sur environ les 2/3 du rayon d'un vide cosmique à l'époque où elle existait, atteignant des échelles qui interagissent avec la toile cosmique elle-même. La galaxie haute a une masse 10 fois supérieure à celle de la Voie lactée, ce qui est considérable mais pas extraordinaire. Ces jets datent d'une époque où l'univers n'avait que 6,3 milliards d'années, soit moins de la moitié de son âge actuel. Un unique trou noir, situé à moins de la moitié de l'histoire cosmique, produit un flux sortant qui comble le fossé entre l'environnement galactique local et la structure à grande échelle de l'univers. Puis TX 0033 + 252 a identifié fin
2024 une structure radio s'étendant sur environ 26 millions d'années-lumière, surpassant Porphyran. Un autre record battu avant même que le précédent n'ait été pleinement assimilé par la communauté scientifique. Une autre preuve que la limite supérieure de l'étendue structurelle des galaxies n'a pas encore été trouvée. Disposez-les maintenant en séquence et familiarisez-vous avec l'échelle. La Voie lactée 100 000 à 200 000 années-lumière, Andromède 220 000 années-lumière, corps stellaire, IC UL101, 400 000 à 550 000 années-lumière, halo complet d'IC UL101, environ 4 millions d'années-lumière, structure radio complète d'Alcyonus environ 16 millions d'années-lumière, structure radio complète de Porphyran environ 23 millions d'années-lumière, TX 160033, plus de 52, environ 26 millions d'années-lumière. Chaque échelon de cette échelle ne se contente pas d'augmenter le nombre. Cela change la catégorie. Le passage de la Voie lactée à Andromède est un passage au sein d'une même classe d'objets, les galaxies spirales de structure à peu près similaires. Le passage d'Andromède à IC UL101 est un passage d'une grande spirale à une supergéante elliptique, un type de galaxie fondamentalement différent, construit par des processus fondamentalement différents. Le passage du corps stellaire d'IC 1101 à son halo est un passage de l'intérieur brillant de la galaxie à sa périphérie gravitationnelle décroissante, une zone où la frontière entre galaxie et amas devient ambiguë. Et le passage du halo d'IC 1101 aux structures radio d'Alcyonus et de Porphyrion est un passage de la lumière stellaire assemblée au plasma relativiste, de l'architecture gravitationnelle à l'écoulement énergétique, de la galaxie en tant que collection d'étoiles à la galaxie en tant que source d'influence qui s'étend sur des distances cosmologiques. À chaque étape, le point de référence précédent se rétrécit. La Voie lactée, qui paraissait incroyablement vaste au début, devient une erreur d'arrondi une fois qu'on atteint IC UL101. IC UL101, qui semblait être l'expression ultime de l'échelle galactique, devient un point au centre de la structure radio de Porphyrion. Les comparaisons qui permettaient autrefois de ressentir la taille, celles qui disaient qu'IC 1101 pouvait engloutir le système solaire local ou que Porphyrion équivalait à 140 voies lactées mises bout à bout, ne produisent plus la réaction émotionnelle qu'elles étaient censées susciter. Les chiffres sont trop importants. L'écart entre les barreaux est trop important. L'échelle a dépassé le niveau où l'intuition humaine peut respirer. Voilà ce que je veux dire quand j'affirme que l'échelle elle-même échoue. Ce n'est pas que les nombres deviennent dénués de sens au sens mathématique. Elles restent précises, mesurables et scientifiquement valides. C'est qu'elles deviennent dénuées de sens au sens humain. L'appareil émotionnel que nous utilisons pour appréhender les dimensions, l'instinct qui nous fait percevoir une montagne comme imposante et un continent comme encore plus grand, se dérègle face à des structures qui s'étendent sur des millions, voire des dizaines de millions d'années-lumière. Nous perdons la capacité de ressentir la différence entre 16 millions d'années-lumière et 23 millions d'années-lumière, car ces deux nombres dépassent déjà tellement tout ce que nous pouvons imaginer viscéralement que l'ajout de 7 millions supplémentaires ne fait aucune différence perceptible. L'échelle continue de grimper, mais à un moment donné, le grimpeur s'engourdit, et cet engourdissement est précisément le but recherché. Car la vérité terrifiante concernant la plus grande galaxie que nous ayons jamais découverte n'est pas un nombre précis. Ce n'est pas 4 millions d'années-lumière, ni 16 millions, ni 23 millions. La vérité terrifiante réside dans la forme de la distribution. Le fait est que, chaque fois que les astronomes scrutent une nouvelle portion du ciel avec des instruments plus performants, ils découvrent des structures plus grandes que celles qu'ils connaissaient auparavant. Le fait est que l'OFAR n'a scruté que 15% du ciel et a déjà identifié plus de 10 000 paires de jets géants, s'étendant sur des millions d'années-lumière. Le fait est que les records continuent de tomber, non pas parce que nous approchons du maximum, mais parce que nous découvrons sans cesse que le maximum est plus éloigné que nous le pensions. Rien n'indique que nous ayons découvert la plus grande structure galactique que l'univers ait produite. Il n'existe aucune limite théorique interdisant aux jets radio de s'étendre au-delà de 30, 40 ou 50 millions d'années-lumière. Le facteur limitant semble être la densité du milieu intergalactique, qui varie d'une région à l'autre
à travers la toile cosmique. Dans les environnements plus denses, les jets sont confinés et ne peuvent pas atteindre une taille aussi importante. Dans les environnements plus clairsemés, dans les vides entre les filaments où le milieu intergalactique est le plus mince, les jets peuvent se dilater avec une résistance minimale. S'il existe quelque part dans l'univers inobservé un trou noir supermassif enfoui dans une galaxie, situé dans une région exceptionnellement clairsemée de la toile cosmique, avec un taux d'accrétion et une orientation de jet parfaitement adaptée, sa structure radio pourrait potentiellement s'étendre à des échelles que nous n'avons pas encore observées. Les records établis par Alcyoneus et Porphyrion ne témoignent peut-être que de nos capacités d'observation actuelles, et non de la capacité de l'univers à se construire. Et nos capacités d'observation sont sur le point d'augmenter de façon spectaculaire. L'OFAR, l'instrument responsable de la quasi-totalité des découvertes de radiogalaxies géantes de ces 5 dernières années, n'a cartographié que 15% du ciel boréal. Une fois achevée, l'étude complète couvrira l'ensemble de l'hémisphère nord avec une sensibilité bien supérieure à celle des précédentes études radio. Chaque extension précédente de la couverture LOFAR a révélé de nouvelles structures géantes, de nouveaux détenteurs de records, de nouvelles populations d'objets invisibles aux instruments précédents. Rien ne laisse penser que cette tendance va s'arrêter. Les 85% restants du ciel boréal contiennent très probablement des radiogalaxies géantes qui surpassent tout ce qui est actuellement connu. Mais LOFAR lui-même finira par être dépassé. Le Square Kilometer Array, ou SKA, est un projet international de radiotélescope actuellement en construction sur des sites en Afrique du Sud et en Australie. Une fois achevé, il s'agira du radiotélescope le plus sensible jamais construit, avec une surface de collecte totale d'environ 1 km² et une sensibilité supérieure d'un ordre de grandeur. Le SKA scrutera l'ensemble du ciel, les 2 hémisphères, à des fréquences et des résolutions qui rendront les instruments actuels primitifs. Il détectera des lobes radio si faibles et si étendus qu'ils sont invisibles à tous les télescopes existants. Si les radiogalaxies géantes sont aussi courantes que le suggère l'étude partielle de LOFAR, le SKA en découvrira des centaines de milliers. Elle cartographiera l'ensemble des structures de jets géantes à travers l'univers observable, révélant pour la première fois la véritable distribution statistique des plus grandes structures galactiques existantes. La forme que prend cette distribution est l'une des inconnues les plus importantes de l'astronomie extragalactique. S'il existe une limite nette, une échelle maximale au-delà de laquelle les jets ne peuvent tout simplement pas croître, alors les records actuels sont proches de la limite physique. Si elle possède une longue queue s'étendant à des tailles nettement supérieures à tout ce qui a été observé jusqu'à présent, alors l'univers contient des structures d'origine galactique que nous n'avons pas encore imaginées. Les données nécessaires pour faire la distinction entre ces possibilités n'existent pas encore. Elles sommeillent dans le ciel inobservé, encodées dans des photons radio qui voyagent à travers l'espace intergalactique depuis des milliards d'années, transportant des informations sur des structures si vastes que les galaxies en leur centre ne sont que des points invisibles au sein de leur propre création. Voilà ce qui distingue cette histoire d'un simple exercice de manipulation de grands nombres. Ce n'est pas seulement que les plus grandes galaxies sont grandes, c'est que le concept de plus grand résiste à toute tentative de fermeture. Chaque réponse que nous donnons s'accompagne d'une mise en garde. IC 101 est la plus grande galaxie visible, mais les limites de son halo sont ambiguës. Porphyrion possède la plus grande structure radio mesurée, mais son record n'a tenu que quelques mois avant d'être battu. La plus grande galaxie jamais découverte est une cible mouvante, et sa direction de déplacement est toujours ascendante. Et au-delà de la question des records individuels, il y a une prise de conscience plus profonde et plus troublante. L'existence de ces structures change notre façon de concevoir ce qu'est une galaxie et le rôle qu'elle joue dans l'univers. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'astronomie, les galaxies ont été considérées comme des objets distincts, des îlots d'étoiles séparés par de vastes espaces vides. L'espace entre les galaxies était considéré comme largement inerte, un vide peuplé uniquement de gaz intergalactiques épars et de la structure invisible de la matière noire. Les galaxies étaient les acteurs. L'espace qui les séparait constituait la scène. Mais les radiogalaxies géantes dissolvent cette distinction. Lorsque les jets d'une seule galaxie s'étendent sur 23 millions d'années-lumière,
traversant la toile cosmique, magnétisant le milieu intergalactique, chauffant le gaz dans les filaments voisins, la galaxie n'est plus confinée à sa propre île. Son influence s'est répandue, a contaminé l'espace entre les structures, a brouillé la frontière entre l'acteur et la scène. O'Sullivan et ses collègues ont écrit que leur découverte suggère que les trous noirs supermassifs n'exercent pas seulement leur influence sur la galaxie, mais aussi sur la toile cosmique qui les entoure. Il ne s'agit pas d'un simple complément à notre compréhension de la physique galactique, il s'agit d'un recadrage fondamental. Les galaxies ne sont pas simplement des objets au sein de la toile cosmique. Certains d'entre eux sont les architectes de la toile cosmique, façonnant ses propriétés à des échelles qui rivalisent avec la structure organisationnelle même de la toile. Réfléchissez à ce que cela signifie pour la Voie lactée. Notre galaxie est une spirale barrée normale, avec un trou noir supermassif de taille modeste. Ses lobes radiaux sont petits comparés aux normes des radiogalaxies géantes. Son influence s'étend, à l'échelle stellaire, sur seulement quelques centaines de milliers d'années-lumière. Dans le contexte de la toile cosmique, la Voie lactée est un fossé, un nœud unique dans un filament, lié gravitationnellement à un petit groupe de voisins, tombant lentement vers l'amas de la Vierge avec le reste du superamas de Laniakea. L'influence de notre galaxie sur la structure à grande échelle de l'univers est négligeable. Mais l'insignifiance de la Voie lactée à ces échelles va bien au-delà de sa simple taille. C'est un problème structurel. À l'échelle des jets de Porphyrion, notre galaxie n'est pas simplement petite, il est invisible. Si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre observer toute l'étendue de la structure radio de Porphyrion depuis une distance suffisante pour voir les deux lobes simultanément, la Voie lactée, placée n'importe où à l'intérieur de cette structure, serait indétectable. Pas évanouie, pas petit, indétectable. Une galaxie contenant 400 milliards d'étoiles, un trou noir supermassif, des bras spiraux s'étendant sur 100 000 années-lumière, et cela ne serait rien. Une fluctuation en dessous du seuil de bruit. La structure que nous appelons notre foyer, la galaxie que nous étudions depuis des siècles, l'adresse cosmique qui nous permet de nous situer dans l'univers, serait perdue dans le plasma, comme une simple bactérie flottant dans un océan. Non marginalisée, non diminuée, effacée. Il ne s'agit pas d'une exagération poétique, c'est une conséquence directe des chiffres. Porphyrion s'étend sur 23 millions d'années-lumière. La Voie lactée s'étend sur 200 000 kilomètres. Le rapport est d'environ 115 pour 1. Si la structure radio de Porphyrion était mise à l'échelle de la longueur d'un terrain de football, la Voie lactée ne couvrirait qu'à peine 1 mètre de la distance totale. Notre galaxie entière, avec toutes ses étoiles, toutes ses planètes, toutes les civilisations qui pourraient exister, réduite à un seul pas sur un terrain de jeu. Il vous faudrait une minute entière pour aller d'un bout à l'autre. Voilà l'échelle à laquelle nous avons affaire. Voilà ce que l'univers a démontré pouvoir construire à partir d'une unique source galactique. Et voici ce qui rend cela personnel d'une manière que des chiffres abstraits ne pourront jamais égaler. Toutes les mesures que l'humanité a jamais effectuées du cosmos l'ont été depuis l'intérieur de la Voie lactée. Chaque télescope, chaque sonde spatiale, chaque photon que nous avons jamais collecté est parvenu à des instruments situés dans notre galaxie. Notre compréhension de l'univers repose entièrement sur des observations effectuées depuis une plateforme qui, aux échelles considérées, peut à peine être qualifiée de lieu. Nous n'observons pas le cosmos depuis un point de vue pertinent. Nous l'observons à partir d'un pixel, un simple pixel insignifiant, dans une structure si vaste que la structure elle-même est insignifiante comparée à ce que l'univers peut construire. Tous les manuels d'astronomie, toutes les cartes de la toile cosmique, tous les schémas de l'univers observable, tous placent la Voie lactée au centre, car c'est là que se trouve l'observateur. Mais la centralité est observationnelle et non physique. Notre position n'a rien de particulier. Notre galaxie n'a rien de particulier. Le filament que nous habitons ou le superamas auquel nous appartenons n'ont rien de particulier. Nous sommes une galaxie moyenne dans un lieu moyen. Et la seule raison pour laquelle l'univers semble rayonner vers l'extérieur à partir de nous est que la lumière met du temps à voyager, créant un horizon d'observation sphérique centré sur l'endroit où se trouve l'observateur. Un observateur situé dans IC 1101 verrait un univers observable différent.
centré sur un point différent et contenant des galaxies différentes à des distances différentes. Un observateur situé dans la galaxie haute de Porphyrion en verrait un autre. Chaque lieu du cosmos est le centre de sa propre sphère d'observation et aucun n'est privilégié. Mais je vois que Il 101, situé au centre d'Abel 2029, façonne les propriétés thermiques de l'ensemble de son amas. L'activité passée de son trou noir a influencé la dynamique des gaz sur des millions d'années-lumière. Sa domination gravitationnelle a permis l'accumulation de matière provenant de la toile cosmique le long de l'axe, reliant son amas à l'Abel 2033 voisin. Il n'est pas simplement intégré à la toile cosmique. Elle a consommé suffisamment de ressources de son réseau local pour devenir l'élément dominant de son propre voisinage cosmique. Et Porphyrion, avec ses jets atteignant les 2/3 du rayon d'un vide cosmique, ne se contente pas de rester dans la toile. Elle se propage sur tout le web. Ses écoulements interagissent avec le milieu intergalactique à des échelles qui rivalisent avec celles des vides eux-mêmes. Le trou noir d'une seule galaxie injecte de l'énergie dans l'espace à un rythme équivalent à celui de billions de soleils, sculptant le champ magnétique du cosmos sur des distances qui éclipsent tout ce que nous avons jamais qualifié de grand. C'est le cœur émotionnel de l'histoire. Ni les chiffres, ni les records, ni le débat sur la galaxie techniquement la plus grande. Le cœur émotionnel de cette prise de conscience réside dans le fait que les galaxies peuvent devenir si vastes et leur influence si étendue qu'elles cessent d'être des éléments de l'univers pour devenir des éléments qui le façonnent. Aux extrémités de l'échelle de distribution, la distinction entre une galaxie et une structure cosmique commence à s'estomper. La galaxie n'occupe pas simplement une position dans la toile cosmique. Il modifie le web. Elle traverse les vides. Il entre en contact avec d'autres filaments. Elle injecte de l'énergie, du magnétisme et de la chaleur dans des régions censées être vides et inertes. La Voie lactée est immense. Andromède est plus grande. IC Il 101 est encore beaucoup plus grande, et les radiogalaxies géantes s'étendent à des échelles qui font même paraître IC 1101 contenu et local. Chaque comparaison efface le poids émotionnel de la précédente. Chaque nouvel échelon de l'échelle diminue tout ce qui se trouve en dessous, et l'échelle, d'après ce que nous pouvons constater, n'a pas de sommet. Un type particulier de vertige cognitif survient lorsqu'on gravit cette échelle jusqu'en haut. Ce n'est pas la même chose que l'émerveillement que l'on ressent en regardant une photographie d'une galaxie. Cette admiration est réconfortante. C'est le vertige de réaliser que le cosmos n'a aucune obligation de rester à l'intérieur des limites de votre imagination. Vous pouvez vous construire une représentation mentale de la Voie lactée. Vous pouvez vous la représenter mentalement comme une image, un concept, une chose dotée d'une forme et d'une taille. Vous pouvez faire la même chose pour Andromède, mais vous pouvez même le faire pour IC Il 101, si vous l'ancrez à la comparaison avec le groupe local. Mais vous ne pouvez pas tenir Porphyrion. Il est impossible de se représenter 23 millions d'années-lumière de plasma relativiste s'étendant d'une source ponctuelle unique jusqu'au vide entre les filaments de la toile cosmique. L'image ne correspond pas. Le cadre de référence dont vous avez besoin n'existe pas dans l'expérience humaine. La structure est réelle, mesurée, confirmée, mais elle existe au-delà du seuil de ce que notre architecture cognitive évoluée peut représenter sous forme d'image. Et ce manque de visualisation n'est pas une faiblesse de la communication scientifique. C'est bien là le problème. À ces échelles, l'univers n'est pas censé avoir un sens intuitif. Il n'a pas été conçu pour être compris par l'homme. Elle a été construite par la gravité, par la thermodynamique, par la physique implacable de l'accrétion et de l'éjection, opérant pendant des milliards d'années sans aucune conscience qu'une espèce sur une petite planète dans un bras spiral mineur essaierait un jour d'imaginer ce qu'elle avait fait. Ces structures existent, que nous puissions les imaginer ou non. Les lobes se dilatent, que nous puissions ou non en ressentir la taille. Les galaxies s'étendent, que nous ayons ou non des mots adéquats pour les décrire. La taille terrifiante de la plus grande galaxie que nous ayons jamais découverte ne se résume pas à un seul chiffre. Il s'agit d'un spectre. À une extrémité se trouve IC Il 101, l'encre, le géant visible, l'expression la plus extrême de lumière stellaire assemblée jamais observée. Une galaxie dont le corps stellaire et le halo s'étendent sur des millions d'années-lumière
et dont le trou noir figure parmi les objets les plus massifs du cosmos. À l'autre extrémité se trouvent les radiogalaxies géantes, Alcyoneus et Porphyrion, ainsi que les structures sans nom qui attendent encore d'être détectées dans le ciel inobservé. Leur étendue physique atteint des dizaines de millions d'années-lumière, et leur influence s'étend jusqu'à l'architecture même de la toile cosmique. Entre ces deux extrêmes se situe l'ambiguïté de la définition, la reconnaissance honnête que la notion de plus grand dépend de ce que l'on mesure et que l'univers refuse de fournir une réponse unique et définitive. Mais cette ambiguïté n'affaiblit pas le récit, elle l'approfondit. Car la véritable révélation terrifiante n'est pas qu'une galaxie en particulier soit grande, c'est que l'univers peut produire des structures galactiques si vastes, selon tant d'axes de mesure différents, que même les galaxies que nous considérons déjà comme immenses, la Voie lactée, Andromède, Messier 87 et toutes les autres galaxies que nous avons photographiées, étudiées et nommées, commencent à paraître locales, à paraître petites, à ressembler à des détails dans une image dont nous n'avons pas encore vu toute l'étendue et que nous ne verrons peut-être jamais pleinement. La Voie lactée n'est pas une grande galaxie. Il s'agit d'un point minuscule orbitant à l'intérieur d'un superamas qui est lui-même un élément mineur de la toile cosmique. Andromède n'est pas une géante. Il s'agit d'une île parmi 2000 milliards dans un univers observable, ce qui pourrait représenter moins de 1% du volume cosmique total. Et même IC 1101, la galaxie la plus extrême visuellement jamais mesurée, se trouve au centre d'un amas dans un filament d'un réseau qui s'étend sur 93 milliards d'années-lumière d'espace observable et s'étend probablement bien au-delà. La plus grande galaxie jamais découverte n'est pas une réponse définitive. C'est une question qui ne cesse de s'étendre, tout comme les structures qu'elle décrit. Les records vont continuer à tomber, les instruments continueront de s'améliorer. Les 85% du ciel que l'OFAR n'a pas encore cartographié révéleront des structures qui surpasseront tout ce qui figure dans les catalogues actuels. Le Square Kilometer Array, SKA, scrutera l'univers radio plus profondément que tout autre instrument précédent, cartographiant des populations de jets géants actuellement invisibles. Et chaque nouvelle découverte repoussera encore plus loin la limite supérieure de la distribution, l'éloignant de l'intuition humaine, de tout cadre qui nous permette de ressentir l'échelle plutôt que de simplement la calculer. Et la véritable terreur réside dans la prise de conscience progressive que notre perception de l'échelle cosmique, le cadre qui nous permettait de appréhender l'univers, n'a jamais été adéquat. C'était une simplification, une histoire que nous nous racontions pour rendre l'obscurité plus supportable. Et aux confins de la taille galactique, là où les halos stellaires se confondent avec la lumière intra-amas et où les jets radio parcourent les distances entre les filaments de la toile cosmique, cette histoire s'effondre discrètement. L'univers construit des galaxies si vastes que les autres galaxies cessent d'être des points de référence utiles, si grands que le concept même d'un objet unique commence à se déformer sous son propre poids, si vaste que la frontière entre galaxie et cosmos devient une question sans réponse claire. C'est la taille terrifiante de la plus grande galaxie que nous ayons jamais découverte. Pas un chiffre, un sentiment. Le sentiment qui vous envahit lorsque vous gravissez suffisamment l'échelle cosmique pour réaliser que cette échelle elle-même est la plus petite chose qui soit,